Messages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue à la zone parallèle. Ça va bien aujourd'hui? J'ai Steve en studio aujourd'hui. Steve, ça va bien? Oui, ça va très bien. À part mon auto qui partait pas ce matin, mais ça va bien. J'ai pris ton message comme un petit peu en retard. Pas grave, je suis arrivé à l'heure pareil. Je suis au poste. On a Jean-François aussi qui est au téléphone. Bonjour Jean-François. Salut Carole, salut Steve, comment ça va? Salut Jeff. Ça fait un bout qu'on t'a pas eu à la radio parce que ça donne c'est plate, mais quand quelqu'un est au téléphone, je peux pas recevoir deux téléphones en même temps. C'est ça qui est. Ben non. Ben c'est ça. Puis quand je peux, c'est toi qui peux pas. Exact. Ben là, je suis là aujourd'hui, fait que je suis bien content. Fait du bien un petit peu, là. M'ennuyer. Bon, ben, il est temps qu'on t'entende un petit peu. Ça fait un bout. J'aimerais ça savoir, Jean-François, à un moment donné, tu m'avais demandé de faire un post. On va en parler tout de suite en début d'émission. Comme ça, on ne l'oubliera pas. OK. Le fait que tu fais des recherches encore sur le truc de Place Bonaventure, je vais te laisser te plugger direct en partant. Fait que comme ça, on ne pourra pas dire qu'on l'a oublié, parce qu'on l'oublie à chaque fois. En fait, si tu me permets, je vais en profiter aussi juste pour faire un remerciement sur un autre événement rapidement. Vas-y. Mais je vais juste dire, dans le fond, que la Dispense travaille encore sur ce fameux dossier de la Place Bonaventure. Oui. Nous aussi, on collabore comme beaucoup d'ufologues sur le dossier. Donc, et les gens continuent à s'avancer. Donc, encore une fois, c'est des gens qui ont vu quelque chose, là, je vais parler pour l'entièreté de l'ufologie. Si vous avez des données, si vous avez de l'information, si vous vous rappelez avoir été là, ça serait important de vous avancer. Parce qu'il y a toujours des nouveaux témoignages qui rentrent. Donc, que ce soit à la Q, que ce soit au Garpan, que ce soit au Moufon, que ce soit à la Dispan, ça serait important de s'avancer et de donner votre témoignage. Donc, grâce à ça, vous faites avancer l'explication de ce phénomène-là et vous faites avancer aussi l'ufologie. Donc, très, très, très important. Effectivement. Puis je sais pas si les gars, Steve et Jean-François, si vous avez vu passer un post que j'ai mis sur Zone Parallèle cette semaine, qui est la technologie 3D, la projection des images tactiles et sonores. Avez-vous vu passer ça quelque part, les nouvelles technologies qui ont sorti? J'ai vu du côté Star Trek, Star Wars, mais tu sais, c'est une technologie qui date depuis... L'évolution des hologrammes, ça date d'environ 2010, surtout du côté asiatique, où ce qu'on a des shows... Oui, mais là, tactile et sonore. Oui. C'est quelque chose, là. Ben, c'est parce que tout est une fréquence. C'est parce que à un moment donné, je me dis, crime, si quelqu'un dit j'ai vu un homme au pied de mon lit, c'est parce que statue vraiment... Ça peut être quelque chose qui est halluciné totalement, puis cette hallucination peut être provoquée aussi totalement via des fréquences. Là. Ben c'est ça. Mais qui peut faire ça? Parce que j'imagine que la personne qui manipule cet appareil-là, il faut que ce soit quand même à proximité, là. Jusqu'à un certain point, ça dépend. C'est pas des appareils publics à laquelle on peut juste spéculer de ce que ces appareils-là sont en mesure de faire, mais sans nécessairement rentrer dans les hologrammes, on peut parler de ce qui a été utilisé durant les guerres au Moyen-Orient. Où il y avait des véhicules qui étaient équipés de simplement des haut-parleurs et bombardaient de fréquences certains villages. Oui. D'ailleurs, le SWAT, pour la dispersion des meurtres, ont ce genre de technologie-là, où ça envoie des impulsions, justement, électriques et sonores. Et à place de blesser vraiment la personne, là, mettons, avec un arme à balle molle ou peu importe, ça fait juste comme... Ça donne des petits coups. Ça fait que la foule se disperse. C'est pas des technologies qui sont nouvelles, là, comme Steve dit, là. Ça fait depuis... Juste faire une petite parenthèse. Il y a eu des documents secrets qui ont été révélés d'une ancienne époque
entre quand il y avait l'embargo sur Cuba. Oui. Il y avait une planification pour faire un coup d'État à Cuba et rentrer sur l'île de force. Et la façon qu'ils avaient trouvée, c'était l'évasion World Trade... avion, OK, oui. Je me fais souffler des affaires aussi en même temps, là. Mais c'est ça. Donc, il y avait un projet, dans le fond, pour faire un embargo sur l'île de Cuba. Mm-hmm. Et puis, le projet était à l'aide d'un hologramme, de faire apparaître Jésus en train de marcher sur la mer un personnage de 60 000 pieds de haut. Puis ça allait créer tellement la panique au niveau des habitants parce que c'est tous des croyants, fervents croyants. Donc, ça allait inonder totalement le système de communication. Puis ça permettait à ce moment-là un petit groupe de militaires de rentrer directement dans les palais présidentiels et prendre Cuba de force. Ah ben tabarouette. Et tout ça grâce à un hologramme. C'est un beau cheval de Troie, ça, à quelque part. Effectivement. Mais en même temps, je me dis, ça veut dire que comme les villes que les gens disent voir dans le ciel, ça peut être carrément un hologramme. Exact, là. exact. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas ufologiques où est-ce que je sais même qu'il y a beaucoup de groupes qui ont reçu des témoignages où il y a des êtres de lumière, ces êtres-là qui émanent de la lumière énergétique tellement pure, qui souvent ont l'air d'hologrammes. Et aussi, juste pour venir compléter ce que Steve disait, souvent on parle du Disclosure Project, ou quand ces entités-là ou ces êtres-là vont descendre, faire le premier contact de l'homme, ça sera dans le ciel. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une préparation du gouvernement de faire cette... ça ressemble un peu à ce que Steve dit là avec Jésus, mais de le faire avec des soucoupes volantes. Et ce premier contact-là entre les hommes et ces êtres-là vont être des hologrammes montés de toutes pièces, justement pour faire peur à monsieur, madame, tout le monde, pour mieux contrôler les masses. Oui. Je viens de voir tout le monde me lever la main parce que je suis en train de... Moi, c'est... On faisait la vague. Jean-François, c'est Benoît Maranda. Ça va bien? J'ai même pas le temps de te présenter. C'est pas grave. J'ai pas le temps. Benoît, regarde, avant que tu commences, je vais le dire. Oui. Parce que je vais dire en même temps qu'ils sont en studio. J'ai Benoît Maranda, notre scientifique zone parallèle. Mais on a aussi Pierre Brunet qui est avec nous en studio, notre invité. Bonjour, Pierre. Bonjour. Mon souffleur de réponse. Vas-y, Bruno. Benoît, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, ben c'est en fait, avant de partir dans les histoires là, d'applications militaires, on entend souvent parler d'Elon Musk avec SpaceX. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup, en tout cas, on lit beaucoup de choses au niveau technologique et puis d'un point de vue assez mercantile, je sais qu'ils font de la recherche pour établir une façon de faire de la publicité dans le ciel. Alors, en haute altitude, ce que je crois, c'est qu'ils essaient de créer une espèce de sphère nuageuse dans laquelle ils pourraient projeter justement des images qui pourraient donner l'impression d'une image 3D. Et il y a de nombreuses compagnies commerciales qui sont intéressées parce que ça pourrait être utilisé pour faire de la publicité, comme entre autres en Chine. Ben voyons donc. Oui. Hey, tant qu'à ça, mettez-nous un film de Star Wars ou quelque chose genre là-dessus. Là. Il y a carrément un décalage dans ce que nous, on connaît dans la vie de tous les jours, puis le développement des technologies avec SpaceX puis les autres compagnies privées actuellement. Il y a un bond incroyable technologique et on est capable de regarder, de suivre un peu par les fils des événements qu'on peut avoir au niveau des réseaux sociaux et tout, là, puis comme Trust My Science, là, qui est un site d'information. Oui. Bon, on en prend et on en laisse, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent régulièrement. Alors, il se passe quelque chose, c'est clair, là. Mais t'imagines-tu, dans le fond, s'ils décident du jour au lendemain de faire un test puis de faire apparaître un vaisseau-mère dans le ciel? Je pense qu'on va se ramasser avec le même épisode que Orson Welles avec La Guerre des mondes. Je pense qu'en 40, ça va faire le plus beau show hollywoodien que l'univers, que le monde ait jamais connu. Et là, il y a des mondes qui vont... Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont se pitcher en bas de leur balcon. Ça va être l'hystérie totale. La religion va s'effondrer. Ah, c'est bien possible parce que... C'est bien possible parce que, en tout cas, j'appréhende ça, par exemple, parce que même la journée où ça va être vrai, qu'il va y avoir vraiment un vaisseau-mère dans le ciel, ben crime, tout le monde va dire, c'est un hologramme. Ouais. Donc, ça va... Les qu'on aura ri, on va tous devenir des gens à contacter pour savoir ce qu'on sait déjà.
ça va être assez ahurissant. Ou, ben donc, ils vont dire, regarde, tu vois bien, c'est une gang de perdus dans l'espace, ces autres-là. Ça n'a pas de sens. Ça a toujours été des hologrammes. Puis ils vont nous faire croire ça pour justement, pas dénigrer, mais... D'une façon, leur objectif n'est pas vraiment nous mener à quelque part, c'est de nous faire surtout tourner en rond. Oui, ben c'est ça. Ils sont bons là-dedans, vraiment. Effectivement. Là, il y a une autre nouvelle que je veux vous partager. J'ai trouvé ça tellement niaiseux, mais drôle, mais niaiseux. Ça, c'est vraiment le typique de vouloir faire du cash, là. Je vais vous lire. Ça a été partagé par sympathico.ca. Ça dit, depuis longtemps, les témoignages d'enlèvement par les extraterrestres pullulent, rapportant des expériences menées sur la sexualité humaine, l'insertion d'implants, voire des fécondations artificielles d'embryons, mi-humains, mi-extraterrestres. Ces récits parfaitement étranges ont inspiré une business fort lucratif, celui des assurances. Hey, ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que les compagnies d'assurance peuvent vous offrir un surplus pour un montant X par année pour être protégé et pas immunisé, mais je dirais, comment on dit, le thème... Compensé. Oui, c'est ça. Par des extraterrestres. C'est ça. La sécurité par la peur. Ben, mais je me dis en même temps... Mal de tête. C'est parce qu'en même temps, je me dis... Saigne. Ben oui. Les oreilles me saignent. Non, mais je me dis que à quelque part, là, ça prend des preuves aux assurances et un récit véridique. Moi, j'ai jamais vu personne se faire enlever puis partir avec son appareil photo puis son cellulaire. Comment tu veux apporter une preuve de quelque chose? Là, c'est quelque chose d'intéressant. Vas-y, Steve. Si on pousse un peu l'idée, justement, de l'article que tu nous présentes, tu sais, si on en est rendu aujourd'hui à ce qu'il y ait un produit d'assurance pour les enlèvements, t'imagines-tu la panoplie d'experts qui va apparaître de nulle part que, OK, ben moi, je suis agréé par la compagnie d'assurance pour dire si oui ou non tu as vraiment été enlevé pour que tu aies accès à ton argent. Donc, on va se ramasser avec un paquet de fraudeurs qui savent pas tout ce qu'ils font, simplement pour répondre à un Christi de produit qui se vend pour faire encore de l'argent. Ben, c'est justement. Mais en même temps, je me dis, quelqu'un qui est bon en montage photo, vidéo, puis qui est vraiment, là, vraiment, ça a l'air réel, là. Il est mieux d'être vraiment, mais vraiment bon. C'est ça. Vraiment bon, je te dis, parce qu'à date, ce que je vois passer, c'est pas vraiment hot. Parce que, mettons qu'il pourrait arriver avec une poupée extraterrestre. Et là, réellement, là, c'est une poupée, par exemple. C'est un mannequin. Mais qui peut la foutre en arrière de sa fenêtre avec un engin en arrière parce que tout avec une lumière, faites quelque chose assez bien fait comme dans les cinémas d'aujourd'hui. Quelqu'un ferait ça puis qui arriverait, bon, ben, gars, j'ai été enlevé, gars, j'ai la preuve. Il y avait un ovni en arrière-plan puis tu vois un extraterrestre devant ma fenêtre, paye. Ils sont dans la marde, là, s'il arrive quelque chose de bien fait comme ça, là. Je te dirais, il y a plus de chances qu'ils parviennent avec du paranormal parce que il y a moins de chances que tu aies quelque chose de tangible qu'on me preuve entre les mains que du côté ufologie où si tu as une photo, il y a encore place à découvrir qu'il se passe rien. Tandis que du niveau paranormal, faut que tu trouves à l'endroit où l'événement se passe vraiment pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Je vois un niveau de difficulté quand même assez élevé là, pour être capable de dire on va faker tout ça. Ouais. C'est le fun parce que du jour au lendemain, on vient de crédibiliser en fait les enlèvements extraterrestres. On vient de confirmer que c'est vrai et que là, qu'une trace sur le corps d'une personne est considérée comme un point d'entrée d'un corps étranger extraterrestre, que le récit d'un témoin est totalement véridique et qu'on ne conteste pas ce document légal-là pour les assurances, et du même coup, on vient de prouver l'existence des extraterrestres. Moi, je suis abasourdi un peu par ça et j'ai encore une fois les yeux qui saignent. C'est comme si on vient de crédibiliser ce qu'on dit, mais on vient de nous flanquer tout à l'intérieur d'une cage parce qu'on ne pourra pas rien faire. Ben, c'est ça, on ne pourra même pas prouver. Fait que les assurances ne payeront jamais. Fait que dans le fond, tu payes la prime pour rien. Exact. C'est ridicule. C'est une façon subtile d'augmenter une prime d'assurance, mais qui vont aller où? Pour nourrir son chien aux vendeurs d'assurance?
C'est ça. C'est à peu près ça, parce que c'est ça qu'ils disent dans l'article que j'ai mis d'ailleurs sur Zone Parallèle. C'est assez niaiseux, là. Tant qu'il ne se passe rien, ils sont morts de rire. Ouais. Parce qu'ils font de l'argent. Oui, c'est ça. Mais la journée qu'ils vont avoir une petite visite eux-mêmes, va falloir qu'ils approuvent. Hey, il va falloir que tu baisses tes culottes, mon homme, prouver que quelque chose est rentré en dedans de toi et par en arrière. Je le sais pas. Vas-tu envoyer une photo de ton rectum? Je sais pas. Je dis ça de même, je le dis en riant, là, mais en fait, ça n'est drôle tellement parce que les gens ne croient même pas les témoignages à date, puis on a un petit peu de difficulté à faire comprendre aux gens que tout ça est possible malgré les millions de personnes abductées à travers le monde. Là. C'est beaucoup, là. Ça dépend. Juste hier soir, j'étais à mon souper de party de Noël de job. Ouais. Et puis, quelle surprise de parler de Place Bonaventure. Où est-ce que la majorité des gars qui sont là, ils s'intéressent pas vraiment à ces thèmes-là. Mes patrons ne s'intéressent pas vraiment à ces thèmes-là. Mais par contre, c'est un sujet qui peut sortir de façon spontanée. Fait que, tu sais, les gens, même s'ils sont pas là avec une grosse pancarte à dire je crois ou tu sais, il y a des gens qui sont de plus en plus ouverts d'esprit à jaser de ces sujets-là, à aller un petit peu plus loin. Il n'y a plus autant de moqueries qu'il y avait avant. Il y a plein de choses qui changent. Tout autant le domaine de l'ufologie est en train d'évoluer. Puis se doter d'un vocabulaire qui est beaucoup plus scientifique pour être capable de parler du domaine de façon plus élaborée. Exactement. Puis moi, je me dis, c'est comme... Tu sais, je vais donner un exemple bien niaiseux qui n'a pas rapport. Là. Le drapeau gay. Tu sais, les gens vont faire des parades à chaque année. Ils se promènent sans gêne. Ils en parlent vraiment. Ils assument. Ils s'assument. Oui. Comme moi, je m'assume. J'ai pas de drapeau E.T. J'ai pas de drapeau mais je m'assume. Mais entre-temps, là, autant eux que moi, j'ai d'autres choses en vie que de penser juste à ça. Exact. Tu sais, la personne qui veut s'afficher homosexuelle ne se promène pas et parle pas de ça à longueur de jour. Là. Il y a une vie. Il écoute la TV, il travaille, il fait toutes ses activités autres que ça. Là. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est porté sur le sexe à tour de bras. Ben, c'est la même chose pour l'ufologie. Exact. On en parle, mais on a une vie. Exact. Tu sais, j'ai d'autres choses, d'autres chats à fouetter que ça aussi. C'est vrai que le commentaire qui est beaucoup moins difficile, Roger, je dois te dire, je suis ufologue. Oh mon Dieu! Non, ça se fait pas, je sais pas élevé comme ça, mais voyons donc. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Comment ça se fait que tu as pu tomber dans le panneau comme ça? Non, c'est pas ça. C'est un intérêt qu'on a parce qu'on a... Parce qu'on n'est pas tombé dans le panneau, c'est le panneau qui est tombé sur nous autres. Ben, c'est ça. Ben, ça. On a été assommés solide. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences ufologiques et qui en ont développé des religions. Tu sais, je pense à Raël. Ben oui. Une religion qui nous a fait un très, très grand mal, ça a été aussi l'ordre du temple solaire. Hein? C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Il y a eu des morts là-dedans. Tout ça pour des êtres... faut faire attention quand on parle de ça. C'est ça. On a une responsabilité aussi. Hein? Tu sais, il faut faire attention, oui, mais il faut aussi comprendre que ces groupements-là visent toujours des gens qui sont perturbés, des gens qui sont traumatisés, en manque de bonheur, en manque de voix. Fait que, tu sais, la grosse majorité des gens sont assez centrés dans leur bottine. C'est ça. Quand tu as accès à... comment je pourrais dire ça? Tu sais, suivre un gourou parce que c'est... Ah, mon Dieu. Non, c'est ça. Le gourou, c'est le grand boubou m'écoute, le Dieu, tout ce que tu voudras. Exact. Mais non, c'est un gars comme nous autres, mais sauf qu'il est vendeur et très, très vendeur et très persuasif. Probablement. Exact. Ben, c'est ça. Tu sais, sinon, juste d'une façon ou d'une autre, des quêtes comme ça, c'est toujours des quêtes personnelles. Ça n'a aucun rapport avec un gourou, avec un groupement. Exact. Ça se passe entre nos deux oreilles, au fond de notre cœur, puis avec nos tripes. Puis on accepte d'être qui on est, puis qu'on se pète la gueule pour apprendre qui on est.
Mais tu savais, Steve, que les gens pensent qu'on fait partie d'une secte parce qu'on traite l'ufologie? Ouais, mais c'est parce que ça c'est la pensée facile, là. Ouais, ça, c'est la pensée du lâche, là. À la base, les gens sont lâches, veulent pas réfléchir par eux-mêmes, ils vont aller par la facilité, donc on va toujours caser ça dans des grosses boîtes. Donc, secte, c'est ça. Malade, ça c'est un psychopathe, sans nécessairement essayer de comprendre ce qui se passe en arrière. Parce qu'on est ufologue, les gens pensent qu'on est des raéliens. Non, non, vous vous trompez carrément. Moi, je suis pas dans aucune secte, quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'en ai vu moi-même de mes yeux et j'essaye toujours de comprendre ce que j'ai vu. J'essaye toujours de comprendre la provenance de ce que j'ai vu. Tu sais, je regarde juste notre invité, Pierre Brunet. Mm-hmm. Tu sais, je le vois pas comme un gars qui court après les soucoupes volantes. Puis, par contre, je le vois comme un monsieur qui a une expérience de vie. Ouais. Puis qui en a vu pas mal d'autres, puis vient parler de sujets vraiment étranges, mais c'est pas un gars qui court après ça, là. Non, c'est ça. Ça y a tombé dessus, il s'est posé des questions, il a vu des choses. Fait que, tu sais, on peut pas caser tout le monde dans ces domaines-là, parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions. Tu sais, c'est comme les gens qui sont à la quête de l'énergie libre, de trouver la bonne façon optimale pour avoir de l'énergie en injectant le moins possible, qui est à dire qu'on se rend jusqu'au mouvement perpétuel. Oui, c'est des gens flyés, mais c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui sont rentrés dedans. Mais tu sais, ça fait pas nécessairement d'eux que c'est des sectes puis vont suivre des gens de gourous de l'électronique ou de la technologie. Alors, je sais pas si on comprend l'idée à laquelle je vais aller. Ouais. Tu sais, on est tous passionnés, on est tous là pour faire quelque chose. On s'est tous donné comme mission quand on était jeunes de changer la planète, faire quelque chose de différent. Puis il y en a qui prennent ça un petit peu plus à cœur que d'autres. Moi, j'aime bien ouvrir l'esprit des gens, puis apporter ma façon à moi. Puis ce que je dis, ce que je vais dire, t'as beau y croire ou non, je m'en fous. C'est pas ça le but. C'est pas ça qui est important. Mon but, c'est d'en parler, point. Si tu es l'esprit est assez ouvert pour comprendre ce que je dis et analyser ce que je dis, parce que je suis quand même terre à terre, là. Je suis capable de voir quand quelque chose me tombe d'en face, j'ai-tu rêvé ou pas, là. Je suis capable de... Il ne faut pas oublier que c'est un travail aussi d'investigation. Donc, on fait de l'investigation terrain pour la majorité des groupes ufologiques. Ouais. Donc, on a des protocoles, on a des documents légaux à faire signer, on a des échantillons sur des traces au sol. On vient de recevoir un excellent congrès que le DARPAN a fait récemment. Donc, on amène ça beaucoup dans la sphère de la science le plus possible, même si c'est très tabou. Mais les gens commencent à comprendre qu'on fait un travail d'investigation terrain. Il y a du matériel. Là, on amène des caméras, on prend des échantillons, on a des détecteurs de chaleur, des détecteurs de métaux. Et tout ça payé de nos poches et on fait ça volontairement et sans réclamer un sou. C'est vraiment du bénévolat là, qu'on fait. Puis on paye les instruments de nos poches. Mais c'est poche, mais c'est ça. Je ne sais pas si les gens savent ça ou s'ils comprennent ça. C'est l'autre implication aussi qu'on voit rarement, là, c'est quand on tombe sur un témoin qui est traumatisé, puis que sa seule bouée qu'il a, là, c'est l'ufologue qui est en avant, qui a accepté de prendre son témoignage de façon objective et neutre. Oui. Puis qu'il soit écouté aussi. Oui, exactement. Mais c'est parce qu'après ça, la portion émotionnelle que ça reste, là, tu sais, on a permis à cette personne-là de se dévoiler, puis là, présentement, la seule personne qui voit quasiment comme un gourou, c'est nous autres. Celui qui l'écoute. Oui, exactement. Par contre, nous, est-ce que comme je fais, dans le fond, si quelqu'un vient avec un traumatisme quelconque, j'explique, bon, juste le fait de savoir qu'il n'est pas la seule personne à qui ça arrive. C'est des soulagements. C'est ça. Puis en plus, ben, ces personnes-là peuvent être pas traitées parce que c'est pas une maladie, aidées, je dirais. Comme nous autres, on a René Chabot qui fait de l'hypnose, qui fait une forme de régression, qui peut être capable d'apporter de l'aide à ces personnes-là pour qu'ils soient plus facilement, je dirais, pas s'auto-guérir parce que c'est un traumatisme là, que tu vis quand tu vois ça. Mais un traumatisme, à la base, c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter ou comprendre. C'est ça. Et bien voilà, c'est le mot que je cherchais, accepter. Qui aide à accepter le fait que oui, c'est possible. Parce que la plupart des gens ne croient pas à ça, puis que du jour au lendemain, paf, on est là, coucou, on existe. Et ça stabilise un témoin beaucoup, là. Ben oui. Ça peut changer des vies au dernier degré, ça peut rendre des gens complètement dépressifs. Il y a des témoins, des fois, là, qui
quel ufologue n'a pas reçu un appel pendant la nuit parce que là, une personne était genre en hyper stress intense parce que là, ils vont venir me chercher, c'est encore ça. Puis là, je vais même inclure, il y a des gens, moi je connais des témoins qui ont déjà pensé au suicide là, parce que ce phénomène-là était trop envahissant dans leur vie. Ben, c'est pas rien, là. T'imagines-tu la face que j'avais avec ma fille quand on était au feu chez nous? On était assis au feu puis on voit un truc passer dans le ciel que je me serais cru dans le futur. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais proche comme ça, de voir ça proche, même pas à 200 pieds de nous autres, puis à peu près 100 pieds dans les airs, là, c'est proche, là. Ça, c'est proche rare, là. Mais tu te dis, puis ça n'a aucun son, puis tu te dis, ben voyons donc. Non, c'était quelque chose, là. On vient de vivre quelque chose de complètement extraordinaire, puis là, la vie continue, les comptes continuent à rentrer, les enfants faut qu'ils aillent à l'école, mais t'en reviens pas pareil. Ben c'est ça, puis on essaie de naviguer dans une vie avec tout ce que ça implique, en sachant très bien que ce qu'on a vu vient changer toute notre compréhension de l'univers de A à Z. Là. Tout à fait. Qui est pareil, là. Tout à fait. C'est ça. Ça reste un traumatisme qui est à accepter que ça existe. Ça, c'est déjà là, de le voir, c'est gros. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de très gros. Mais justement, notre invité, Pierre Brunet, t'as été dans l'armée, toi, dans le temps, puis t'as vu Paul Engin, mais t'étais photographe pour l'armée. J'aimerais ça que tu m'expliques vraiment c'était quoi ton métier. Bon, premièrement, il faut dire que j'ai tombé dans Portion magique à l'âge de 18 ans avec Jean Cazot. OK. Lui, il en avait 16 à l'époque. On se connaît depuis tout ce temps-là. J'étais son photographe pour la SRPM. Okay. Qu'est-ce qui m'attirait avec ça? J'en ai aucune espèce d'idée parce que moi, à 13 ans, j'étais déjà maniaque d'archéologie sur les Incas. OK. Donc, on m'appelle encore aujourd'hui le vieux chaman. OK. D'ailleurs, j'ai une page Facebook de chaman. Ah, c'est toi, ça? Cherchons pourquoi. À partir de l'aviation, quand j'étais sur ma formation au camp Borden, en Ontario, à un moment donné, j'ai entendu parler qu'il y avait un ovni qui s'était posé dans le coin d'Orillia, l'autre bord du lac Simcoe. Que donc, vu dans ce temps-là, j'étais célibataire, j'avais pas de voiture, je faisais du pouce, me rendais en ville avec mon pad de notes et mon crayon pour aller voir la police provinciale, ce qu'on appelait l'OPP. Et je rentrais dans leur bureau, puis je leur demandais s'il y avait des informations. On me disait, oui, on a tout ça. Il est sur le télétype, parce qu'il parle très bien français à Barrie. Donc, on me disait, t'as juste à t'asseoir, puis à regarder ce qui est marqué, puis tu veux le copier, t'as beau le copier. Que j'ai tout copié ce qu'il y avait sur le télétype. Le lendemain, ça, c'était un samedi. Le dimanche, j'ai décidé de revenir pour voir s'il y avait des informations complémentaires. Et tout avait disparu. Il n'y avait jamais eu d'ovni. Que j'avais envoyé à Jean Cazot le rapport, sauf que ça a peut-être tombé dans l'oubliette. Il s'en est souvenu peut-être 30 ans plus tard. Mais t'avais pas le droit de faire ça? Ben, il n'y avait rien de militaire là-dedans. Là. C'est comme n'importe qui faisait une enquête. Là. Okay. Moi, je faisais ma petite enquête personnelle. Mais le plus drôle de tout, c'est que l'année d'après, où j'étais rendu photographe professionnel pour l'aviation, donc j'étais posté pour la NORAD à North Bay. Ah, peut-être pour la NORAD en plus. J'étais pour la NORAD, donc j'étais très bien placé, autant les affaires secrètes que moins que ça. Attends, mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la NORAD? Moi, je le sais. Mais je vais te laisser l'expliquer. La NORAD, c'est simplement un groupe pour la défense nord-américaine. OK. Puis qui est avec les Canadiens et les Américains. Les Américains, oui. Donc, d'ailleurs, j'avais 2 patrons, comme on dit, 2 sergents, parce que moi, j'étais, comme on dit, un jeune militaire. Donc, j'avais deux patrons, un Canadien, un sergent canadien, puis un sergent américain. OK. Et puis, eux avaient des différentes tâches à me donner. Et puis, une bonne journée, on s'est fait réveiller très, très tôt le matin par nos téléphones, parce qu'on avait quand même un téléphone dans nos chambres pour pouvoir faire des appels personnels, et comme un peu tout le monde chez eux. Et puis, on a reçu un appel pour dire, tu déjeunes, tu rentres le plus tôt possible à la section. On a un gros travail à faire. On ne savait pas du tout à quoi s'en tenir. Okay. Et lorsqu'on est arrivé à la section, on est même rentré avant 8 heures le matin.
Et puis, en arrivant là, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de policiers qui étaient sur place. Il y avait un officier aussi qui s'est présenté comme étant un officier responsable de la sécurité militaire. On n'en savait pas plus de ce qui sortait, on les connaissait pas. Mais par contre, les policiers qui étaient sur place, c'était des policiers de la base. Il y en avait 7 au total. On était 8 photographes avec le sergent. Et puis, on nous a briefé pour le travail qu'on avait à faire. J'ai été montré pour aller dans la chambre noire pour faire le travail d'impression. Et j'ai tiré pendant 8 heures de temps des milliers de copies en 5x7 noir et blanc de photos d'un ovni qui avait été photographié en Alberta par un photographe de l'armée. Pourquoi des milliers? Parce que vous envoyez ça... Ça s'en allait dans toutes les bases partout américaines autant que canadiennes. Oui. Oh, ça s'en allait c'est pour ça qu'il y en avait tant. Ottawa, il y a des grosses quantités. Mais pourquoi? C'était pour montrer, check ce qu'on a capté? Oui, exactement. On avait une preuve flagrante là, de quelque chose qui avait été pris à 30-40 pieds dans les airs maximum. Là. Puis cette photo-là n'a jamais été rendue publique, hein? Non. Mais je me demande si il y a une organisation de communication, dont c'est Communication Network, quelque chose comme ça, qui est à Toronto, dont je suis en contact depuis très peu. Ils ont plus de 6000 dossiers d'OVNI canadiens. Arrête donc, toi. Oui, qu'on comprenait aussi cela en Alberta, là, le monsieur là, qui avait été brûlé. Là. Pierre Brunette, t'es mon nouveau meilleur ami. Je pense que... Est-ce qu'on fait référence aussi au cas de Stephen McCulloch? Oui. OK, parfait. Est-ce que tu pourrais nous... j'imagine que tu vas me dire c'est secret défense, mais est-ce que tu peux nous décrire en général l'aspect de cet ovni-là sur cette photo-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Non, ce qui était, comme on dit, dans la simplicité totale, c'est un vaisseau qui peut faire peut-être 30 ou 40 pieds de diamètre. C'est quand même pas rien, quand même. Oui, et puis qui était couleur, je dirais, métallique, gris, comme on voit bien souvent. Typique, là. Gris Honda, là, tu sais. Gris Honda. Gris Paul, là. C'est couleur standard. Quelle année? Je ne pourrais pas dire quelle année c'était, parce que c'était quand même en 69. Non, le gris Honda de quelle année? Oui, c'est ça, 69. 69. Et puis, à partir de là, bien naturellement, toutes les informations se sont dispersées à travers même l'Europe. Ah oui? Oui, parce que ça allait dans toutes les bases militaires qui avaient rapport, possiblement, oui, je dirais bien, avec la NATO aussi. Là. Est-ce que c'est la seule photo que tu as dû faire imprimer, justement? Oui. C'est la seule que j'ai vue, puis j'ai naturellement été classé secret, donc on n'avait pas le droit d'en parler au-delà de 20 ans. OK, c'est ça, j'allais te demander. Et puis moi, 20 ans. ce qui m'a allumé, c'est quand à un moment donné, j'ai tombé sur un rapport YouTube avec l'ancien ministre de la Défense, Paul Hilliard, oui, qui était, en fin de compte, mon patron à l'époque où j'ai transféré de la marine, parce que j'étais dans les commandos de la marine. Ah, donc tu à connais. 20 ans, que j'ai transféré avec Paul Hilliard à l'aviation en 67. Tu l'as connu personnellement? Oui, je l'ai connu, oui. Et puis... à partir de là, bien naturellement, j'ai dit, si lui en parle ouvertement, puis il fait des conférences aujourd'hui, partout, j'ai dit, moi aussi, je suis capable d'en parler. Mais c'est parce qu'il passe pour un vieux sénile, étant donné qu'il est quand même dans les 12 ans. Non, il est loin d'être sénile. Non, ben c'est ça, parce que toi, tu l'as connu, donc tu sais quel genre de phénomène, de personnage il est de son vivant dans le temps. Encore c'est vivant, lui qui a fait changer, autrement dit, les forces interactives. Là, autrement dit, tout le monde habillé en vert. Ouais. J'étais le seul habillé en bleu. Bleu aviation, quand tout le monde est en vert. Chercher l'erreur. Moi, j'aurais une petite question par rapport à cet ovni-là. J'imagine qu'avec une photo doit venir un descriptif ou un rapport d'observation. Est-ce que, à l'endos de la photo, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, on avait en fait le lieu où l'ovni avait atterri ou été observé? Est-ce que ça avait été détecté sur les radars? Est-ce qu'on avait comparé ça à d'autres traces au sol? Y avait-il un résumé quelconque sur ces photos-là, que vous avez fait des centaines de copies? Des milliers? Des milliers de copies. Des milliers, pardon. Oui, on a passé plus de 8 boîtes, 8 par 10. Imagine coupé en deux, puis il y a 500 feuilles par boîte. OK. Ça en fait pas mal. Non, nous autres, on avait premièrement
aucune description, aucune information. Puis je dirais que même qu'ils ont poussé, je dirais pas la farce, là, mais lorsqu'on sortait de la chambre noire, il fallait vider nos poches en envers pour être certain qu'on n'avait pas un petit bout de papier dans les poches. Puis c'était pas, justement, celui qui a été, que tu as dû, c'est pas celui de Michalak? Ou, non. C'est pas cet engin-là? Non, du tout. Il était peut-être similaire, par exemple. Oui. Ça, c'est fort possible, parce qu'il y a quand même pas des tonnes de modèles là, qui viennent sur la Terre, malgré que tout dépendant de l'espèce qui la contrôle, là, il peut y avoir des modèles tout à fait différents. OK. Là, on va aller à la pause parce que je suis un petit peu en retard. Mais on revient là-dessus parce que j'ai d'autres questions sûrement que Steve va en avoir aussi. Oui, puis sans oublier aussi qu'il y a les textos. Oui, les textos, le 5, c'est ceux qui veulent envoyer des textos pour des questions à notre invité, c'est le 581-500-1196. Et je ne sais pas si on en a reçu. Ben, à l'heure actuelle, c'était surtout au sujet concernant le temple solaire. Donc, la personne a dit « Bonjour gang, je vous embrasse. Concernant le temple solaire, c'est un meurtre. Les membres de Sextet ont découvert la supercherie de Suguru. Ils ont voulu s'enfuir. Ceux qui se sont enfuis ont été retrouvés plus loin, assassinés pour cacher la vérité. Donc, l'enquête écrite dans le livre de David Icke. C'est intéressant, ça. OK. On prend le suivi là-dessus éventuellement. Oui. Ceux qui ont d'autres textos comme ça qui veulent nous envoyer, vous pouvez le faire par là ou sur le poster de l'émission Zone Parallèle, mais sur la page Facebook. En commentaire sous le poster de nos invités d'aujourd'hui. On va vous lire. Ça va nous faire plaisir. Alors, restez là. On vous revient tout de suite après. On est de retour en studio avec Pierre Brunet, Benoît Maranda, Steve Zuniga et Jean-François au téléphone. Avant de continuer, je vais vous parler un petit peu de météo parce que je trouve ça bien le fun parce que ce mois-ci, comparativement à l'an dernier, on se gelait les fesses, pas à peu près, avec des moins 15 en moyenne. Puis là, présentement, il fait à Lévis moins 8 degrés et moins 11 avec le facteur humidex et le facteur vent. C'est venteux, effectivement. Mais la semaine, attendez un petit peu, je vais m'avancer. Excusez, ça craque mon micro que quand je déplace le micro. Présentement, il fait ça. Cet après-midi, il va faire au-dessus de, je pense, ma page, elle vient de se... Elle se promène seule, je sais pas pourquoi. Voyons, elle me donne du trouble. Tabarouette. Bon, elle veut pas me donner la page météo. Je comprends pas. Je vais falloir que... 8. Présentement 8, comme je vous dis. Les vents sont à peu près 6 km/h. Cet après-midi, ça va baisser à peu près vers moins 3, moins 5. Ça dépend des régions environnantes. La semaine se présente merveilleusement bien avec, je dirais, une moyenne du sol au-dessus de 0 pas mal cette semaine d'ailleurs. Parce que demain, c'est plus 2 avec soleil et passage nuageux. Lundi, on annonce 2 degrés encore avec petit passage nuageux. Mardi et mercredi, des averses. Et pour mardi, il va faire 3 degrés, quand même respectable, je dirais, comme température. Mais en même temps, je me dis que peu de neige qui est tombée à date, il va partir. J'espère, si ça tombe en pluie. Et mercredi, de la pluie, neige, 2 degrés. Jeudi, vendredi, samedi, beau, ça va frôler les moins 1 à moins 2 degrés. Ça, c'est une excellente nouvelle pour samedi prochain parce que les gens ne veulent pas se déplacer s'il fait tempête. Et je comprends très bien ça, surtout les gens qui vont venir de Montréal à l'hôtel Loiselière sur Kennedy à Lévis. Parce que, justement, on va rendre hommage à Jean Cazot cette belle journée-là. Toute la journée, on va le recevoir ici en studio pour commencer. On va faire une émission de 2 heures avec lui. On va le poivrer tranquillement, pas vite. Là. Puis après, on va l'apprêter, on va l'achever. Non, l'achevage, ça se fait à la salle. Finalement, ça va être toute une tempête. Il ne créera pas ça, lui. Il va faire tempête dans sa tête ou dans son cœur. Mais non, mais il mérite vraiment, vraiment d'être... Je blague, là, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Il va écrire un autre livre après ça. Puis pour moi, il va faire du vaudou, puis il va me mettre une poupée, quelque chose, puis non, je vais passer au cash, ça me tente pas. Mais sérieusement, il va faire très beau la semaine prochaine pour ceux qui veulent venir se joindre à nous. Il reste quelques places parce que déjà, je vous dirais qu'on approche la 100aine de personnes. Wow. La salle, je vous dirais que ça remplit pas pour 2000, là.
Fait que réservé, tu sais, Steve, tu l'as vu d'ailleurs. Effectivement. Puis d'ailleurs, c'est toi qui vas faire aussi notre technique, Exactement, je vais m'occuper de toute la sonorisation, de s'assurer que tout le monde va bien nous entendre et de ne pas perdre aucun instant de ce qui va se dire durant cet événement-là. Ouais. Ça va être un très beau moment, un moment d'après moi qui va être historique quand même là, au niveau de l'idéologie puis de la carrière de M. Cazot. Et moi, je serai là aussi pour couvrir au niveau de ODH TV. Oui, justement, j'allais le dire. Oui, et puis je vais être là aussi pour faire... Je ferai de moi-même une Claire Lamarche reconnue. Et je vais assister, Carole, au niveau des questions dans le public et tout cela. Oui, parce qu'on va avoir une période de questions aussi en fin de soirée, après le souper, parce qu'on va avoir une pause de souper. Les gens vont pouvoir manger où est-ce qu'ils veulent. C'est le goût de manger du chinois, ben, ils iront au resto chinois. Ils vont avoir 1 heure et quart à peu près pour venir manger. On retourne après puis dans le secteur de l'hôtel, il y a en masse de restaurants. Oui, on est entouré. Il y en a pour tous les budgets. C'est ça, c'est entouré. Il y a autant des Subway que des pizzerias, que des chinoiseries, que des poulets, que tout ce que tu voudras. Tim Hortons. Aussi Tim Hortons, oui. Ah, ça, c'est merveilleux. Je fais de la pub gratis là, pour eux autres. Mais bref, c'est ça. On va revenir à nos moutons. D'ailleurs, je sais que j'en ai parlé souvent. Je suis gossante avec ça, de tout le temps rappeler que cet événement-là, hommage à Jean Cazot, mais je me dois de le faire parce que les gens sur Facebook, là, quand j'ai créé l'événement, ils marquent intéressé, mais t'es intéressé où tu viens? Ça te tente, exact. Mais ça n'a pas confirmé si tu viens ou tu viens pas. Exact. Les places sont vraiment limitées. Oui. Donc, déjà une centaine de personnes ont... C'est le temps d'affirmer que vous allez être présent, sinon on ne peut pas vous garantir une place à l'intérieur. Sinon, exact. Debout, vous allez trouver le temps long, une journée debout. Effectivement. Mais c'est parce qu'on a... Ça prend quelques instants aussi excuse-moi, Carole, ça prend quelques instants juste de se confirmer sur Facebook qu'on passe de intéressé à je vais venir. Participe, c'est ça. Et en plus, qu'on va avoir aussi des conférenciers quand même. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sera en conférence cette soirée-là? Je vais avoir Linda Boivin, médium. Petite parenthèse, c'est pas juste une question d'indiquer que la personne est intéressée. Il y a aussi un processus qui suit après avoir dit qu'on est intéressé. Il y a un montant à défrayer pour l'entrée de l'événement. C'est ça. Donc, ça aussi doit être réglé avant l'événement ou au plus tard à la porte. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est 25 $ par personne. 25, je répète, 25 $ par personne ou 40 pour le couple. C'est quand même pas cher parce que vous allez avoir 5 conférenciers durant la journée, en plus de Jean Cazot. Donc, ça va être quelque chose c'est intense, ça va être grandiose. On va avoir Linda Boivin, médium, qui va venir faire une petite conférence. On va avoir René Chabot qui va parler d'hypnose. Et tous les titres sont écrits d'ailleurs en dessous de leur nom. On a Jean Morissette, on a Martin Janta. Tu as déjà ton horaire qui a été publié le 21 novembre. Oui, exact. Donc, tu disais Linda Boivin à partir de 13h30, à 14h, Donald Cyr, 14h30, René Chabot. À 15h, on va avoir une petite pause café. À 15h15, Jean Morissette. À 15h45, M. Martin Janta. Et à partir de 16h15, l'hommage à Jean Cazot. Et à 17h45, la petite pause pour le souper. Et on revient à 19h avec Raymond Choquette. Et ensuite, à partir de 19h30, ça va être la période des questions. Oui, une table ronde, comme avec tous ceux qui ont été là dans la journée, tous les conférenciers, ceux qui ont des questions. Exact. Et c'est là que ton rôle, Jean-François, va rentrer, où est-ce que tu vas poser des questions à la Claire Lamarche, comme tu disais tantôt. Fait que on va t'appeler Françoise, Jean-Françoise. Ouais, Françoise, Lamarche. Puis là, je vais revenir avec « Nous avons trouvé ta sœur disparue depuis 40 ans. Alors, public, c'est le temps de sortir vos mouchoirs. Ça va être de grande beauté. » Pour être un petit peu dans les secrets des dieux, ça se peut ça va ressembler à ça, qu'il y ait des affaires qui sortent que je pense que même M. Cazot a oublié depuis le temps. Oui, je pense que oui. Non, mais c'est... pourrait que Yann Vadnet nous fasse une conférence aussi ou nous fasse un genre de présentation? Bon, oui, justement, merci de l'indiquer. Yann va faire partie du panel qui vont rendre hommage à Jean Cazot. Puis, étant donné que Yann, c'est un très bon historien, il y a du bagage pour ce qui est il y a une bonne idée de ce qui est... Mais je veux pas rien dire. C'est ça l'affaire. On garde ça. Je vais avoir aussi... C'est pour ça qu'on appelle ça le secret des dieux. C'est ça, et des déesses. Il y a aussi... voyons, Richard Glenn qui va venir lui rendre un hommage.
Ça va être un grand retour parce que ça fait des années que Richard et Jean ne se sont pas vus, se sont pas parlé. Fait que ça va être vraiment une retrouvaille assez exceptionnelle. On va voir aussi Bruno Lefebvre qui va rendre hommage à sa façon, ainsi que Jean Morissette à sa façon. Et bien, moi, pour terminer. Puis je pense qu'on va le poivrer en douceur, je dirais. Mais on va lui laisser aussi mettre son grain de sel parce qu'il va nous lire quelque chose après. Un extrait de son livre qui va sortir l'an prochain, qui est l'extraterrestre qui faisait de la radio. C'est drôle, je me sens comme un peu visible aussi, en même temps. Parce que... Et si tu peux me permettre 30 petites secondes en parlant de M. Cazot, il ne serait pas aujourd'hui même au Palais des Congrès pour le Salon du Livre. Exactement, à Montréal. Le Salon du Livre pour hier et aujourd'hui, il est à Montréal, au Salon du Livre, pour la vente de son livre. Ceux qui veulent le rencontrer, qui sont de la région de Montréal, parce que je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui viennent de cette région. Ça se fait aujourd'hui. Je sais pas si... je pense que Steve est un petit vite sur le piton. Il est tout de suite spontané. Je suis en train d'aller regarder ça, où est-ce que je peux trouver cette information-là. C'est écrit sur sa page. Après l'émission, je me rends avec une de mes amies qui est Pascal Anne Maisonnier, qui est une témoin qui a côtoyé Jean Cazot. Oui. Je vais me rendre sur place pour aller voir ce Salon du Livre et peut-être faire un petit coucou à M. Cazot. Est-ce que tu as une idée de à quelle heure qu'il est là? Parce que chacun a son horaire. Hein? Je ne sais pas. C'est ça. Je vais comme le découvrir un peu en même temps que tout le monde. Mais je serai là tout de suite après l'émission. Je me rends au Palais des Congrès de ce pas, aller voir ce Salon du Livre qui semble être assez intéressant cette année. Oh, OK. Ça va être effectivement intéressant. Là, je vous rappelle aussi que ceux qui ont des textos à nous envoyer pour poser des questions ou faire un commentaire, faites-le au 581-500-1196 ou vous pouvez le faire sous le poster des invités d'aujourd'hui. On va répondre à vos questions et on va lire vos questions. Je suis déjà à l'affût de tout ce qui se passe de ce côté-là. Exactement. Tu vois, Steve, c'est un petit vite. Il est déjà je sais pas. Dès que je vois un écran, un clavier puis une souris, je connais exactement ma place où ce que je dois m'en aller. Ah, ça, c'est clair. Ça n'a pas été long, ça a fait le clavier. Le go, il est déjà rendu. Donc, c'est Steve qui va lire toutes vos questions. Et on va revenir à ce qu'on disait tantôt avec Pierre Brunet. On parlait de ton ovni que tu as dû imprimer par 1000 exemplaires. Oui. Vous étiez combien de photographes à travailler sur ça? On était 8 photographes. Est-ce que après avoir imprimé, est-ce que vous en parliez en dehors du travail? Du tout. C'était sujet tabou. Ah oui? À ce point-là. Quand c'est secret, là, t'as pas à en parler, même pas effleurer le sujet. OK. Mais même entre amis comme ça? Même entre amis. Sinon, il arrive quoi, si vous en parlez? On aurait pu avoir des représailles avec la police militaire, parce qu'on était sous le secret quand même, là. OK. Que quand tu es sous le secret, tu n'as pas à parler, tu fermes ta boîte. OK. Mais est-ce que vous étiez suivi, surveillé ou quoi que ce soit? Possiblement. Mais tu t'en es jamais rendu compte? Non. Parce que j'avais tellement d'activités. Quand j'étais sur la base de North Bay, j'étais responsable de la qualité du service en cuisine. Okay. Même si j'étais photographe. On m'avait demandé si ça m'intéressait. J'ai dit tout bonnement oui, sans savoir que exactement plusieurs années plus tard, je deviendrais cuisinier et même, compétent dans la direction d'un restaurant. Ça n'avait aucun lien dans ce temps-là, mais ça tout a suivi son cours. Je suivais, comme on dit, la qualité de la nourriture, ce qui se passait en cuisine pour les gens qui vivaient sur la base comme civil, pas civil, plus comme, voyons, comment on dit ça, donc, célibataires. OK. Parce que les gens mariés, ils s'en allaient, les autres, ils avaient leur logement, leur maison. OK. Mais puis une fois, j'avais surpris quelqu'un qui était dans la cuisine à aller porter des gros sacs de papier brun dans les poubelles dehors. Puis j'avais vu ça par la fenêtre, que j'ai avisé à la police militaire en disant on a peut-être un cas de fraude. Et effectivement, le lendemain, pas le lendemain, le soir même, ils ont pris l'individu en quittant son travail, aller refouiller dans la poubelle, sortir un gros morceau de gigot de viande là, qui avait enveloppé dans du papier brun, pour l'emmener chez lui. Ah, ouais. Et quand la MP te ramasse... il s'est fait ramasser puis il a perdu sa job. Eh bien, fait qu'imagine... Mais t'as jamais été menacé de dire... Parce que toi, t'as signé pour un confidentiel secret, je dirais, plus secret. Oui. Mais ils t'ont jamais menacé. Si tu parles, tu vas finir avec les pissenlits? Non. C'était beaucoup plus discret que ça.
Tu veux dire quoi? Ça veut dire qu'on nous dit tout simplement, tu n'as pas à en parler, ça s'arrête là. Point final. OK. Ils n'ont pas jamais fait de menaces, Non, rien, non. parce que ça ne marche pas de même. Non, peut-être les Américains ont peut-être ce style-là, les autres, de faire des menaces, des fois, à leur propre monde, mais pas du côté canadien. OK. On n'avait pas la même mentalité du tout, là. OK. C'était ma question. Est-ce que tu as l'impression, parce que tu sais, on parle d'ufologie, on parle d'OVNI, souvent on va voir que la culture américaine est beaucoup dans le cacher les événements, complot international et tout ça, complot des choses, pas seulement en ufologie. Est-ce qu'on a l'impression que nous, les Canadiens, on est moins axés sur le secret défense, sur le comme le secret sur les ovnis, là, est-ce qu'on est moins axé là-dessus, ou il y a plus une culture là, plus au niveau des États-Unis de ça? Non, je dirais que la culture de ce côté-là est pas mal la même. C'est que le gouvernement canadien, eux, n'en parlent pas du tout. Ah, OK. C'est pour ça que tu n'entends jamais parler de rien que dire que, comme là, on entend que les anciens présidents ou bien des futurs présidents, je vais le déclarer, moi, que les ovnis existent quand je vais être élu président. Tu n'entends jamais ça du côté des politiciens canadiens. Il n'y a personne qui en parle. Ils n'embarquent pas dans le sujet. Il y a le ministre, excuse-moi, c'est le ministre de la Défense en Russie, sur un plateau de télévision, lui, entre deux caméras, on l'avait capté, là. Il avait parlé ouvertement de la fameuse mallette noire qui avait été transférée par rapport au pouvoir avec le président, puis qu'à l'intérieur, il y avait les fameux documents relatifs au contact extraterrestre. Mais encore là, ça tombe encore dans l'aspect là fantaisiste, puis culture du complot, et ainsi de suite. Oui, exactement. Oui, c'est bien. Je viens de voir un message de Curly Ann, justement, celle que tu parlais tantôt, Jean-François. Oui? Elle me dit que c'est pas au Palais des Congrès, le Salon du Livre à Montréal, mais c'est bizarrement à la Place Bonaventure. Ah, excusez-moi, c'est mon erreur. Écoute, je m'excuse en ondes, c'est mon erreur, c'est pas Place Bonaventure, c'est ça. C'est étrange, pareil, que ça se fasse à Place Bonaventure, où il y a eu le 7 novembre 90, un engin qui était au-dessus de ça, puis que là, c'est Jean Cazot, l'extraterrestre, qui va être là. À l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Exactement. C'est donc bien drôle. Je suis vraiment désolé si j'ai induit les auditeurs en peut-être dans le mystère un petit peu. Je m'excuse, donc j'aurais dû juste reconfirmer mes sources avant de le dire. Mais merci beaucoup à Pascal Anne de m'avoir ramené à l'ordre. Donc voilà, donc c'est à la Place Bonaventure et non au Palais des Congrès. Elle a dit que ça a toujours été là, mais pourtant, moi, quand j'étais au Salon du Livre à Montréal, c'était au Palais des Congrès. L'année où j'étais, c'est là que ça se passait. Parce que j'ai édité un livre, puis j'ai été présenter mon livre, justement, au Salon du Livre en 2013 ou 2014, puis c'était au Palais des Congrès. Ah ben, coudonc. Eh bien, coudonc. Ah ben. Oui, Jean-François, j'arrête peut-être un petit mise au point à faire. Lorsque tu as entendu dernièrement notre cher président Trump dire qu'il était pour créer une nouvelle armée. Space Command. Oui. Space Command. Lorsque tu veux parler ouvertement, tu veux créer quelque chose, bien souvent, on sait qu'au niveau politique, c'est parce qu'elle existe déjà. Oui. Oui. Ben, il y a une expression qui dit, on avait parlé de ça dans le meurtre de JFK, dans le film JFK avec Jim Garrison, là, c'était la meilleure façon de cacher un mensonge, c'est de le dévoiler sur la place publique. Exact. Plus que le mensonge sera grand, plus qu'il y aurait du monde pour y croire. C'est une des raisons pourquoi Kennedy a été tué aussi. Exact. C'est sûr, ça? Par son chauffeur. Ouais. C'est sûr. Non, ça a été dévoilé. C'est ça, a été dévoilé. Ouais. C'est ça. C'est sûr que c'est à cause de ça. J'ai je pourrais dire un ami quand même assez proche qui s'appelle Alfred Lambremont Weber, numéro 3 de ce nom, qui est un monsieur qui a été juge pour la ville de New York. Il a été juge aussi pour la Cour internationale en Indonésie. Et qui est un super conférencier. Il est rendu, je pense, autour de 75-76 ans. Donc, il est mon grand frère. Et puis, ce monsieur-là, il a fait des conférences et lui-même a déjà été pris à bord d'un vaisseau. Puis, en plus de ça, il y a une preuve, comment on dit ça, flagrante. Oui. Il y avait quelqu'un dans le vaisseau qu'il connaissait, qui était avec lui.
Et puis, ils ont fait des beaux petits voyages sur Mars puis ailleurs. Puis si tu lis son livre, The Omniverse, ce que je suis en train de lire présentement, il y a énormément de choses qu'on parle de jump room, de voyages sur Mars, d'entités, et de même d'anciens présidents américains qui ont fait une couple de fois des retours sur Mars, dans le temps qu'il portait son nom africain. OK. C'est une petite nouvelle qu'il y en a plusieurs qui vont chercher, mais ça existe. Puis ça a été prouvé parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, on l'a vu là-bas, on était là. Rumeur voudrait que Obama, quand il était petit, aurait fait partie justement d'un programme. Il avait 17 ans. Et voilà. 17 ans? Oui. Oui. C'est tout jeune. Et ça partait d'un building, je pense, aux États-Unis, ça ressemble à une école. Là. Tu regardes la façade, ça ne dit absolument rien. Mais à l'intérieur, il y avait un genre de Stargate, si on peut dire ça comme ça, là, ou d'embarquement cylindrique. Et à partir de là, c'est une base qui venait sous terre. Et à partir de là, il y avait quelque chose qui était catapulté directement sur ça. Et puis, on formait les gens. On adaptait les gens pour vivre dans ce nouvel environnement-là. J'ai entendu vaguement cette histoire-là. Je ne me rappelle plus où exactement. J'avais vu ça, mais je sais pas. Ça m'est très familier, en fait. Je peux te confirmer une chose. Le nom du collège s'appelle Siskiyou. C'était voilà. à l'été 1980. Ils ont été téléportés 2 fois dans la chambre des sceaux, qui appelait Jump Room. Puis il était avec un genre de Stargate, là, comme qu'on peut le voir là, dans les épisodes de Stargate Universe. Là. Oui. Puis son nom, à l'âge de 19 ans, il s'appelait Barry Soetoro. C'était son nom africain. OK. Est-ce que, je pense qu'il y avait, à part Obama, il y avait d'autres personnes aussi, hein? Oui, il n'était pas tout seul, il était plusieurs. Il y avait un monsieur qui s'appelait, un petit peu... T'as trop de notes. J'ai trop de notes, moi, là. OK, c'était pas sa bonne page pour ça. Et il s'appelait Bernard Mendes. Puis il a confirmé lui-même ses 2 voyages parce qu'il était avec. OK. Approche-toi un petit peu plus du micro pour que les gens t'entendent mieux parce que là, tu regardes ton papier. Bernard Mendes, OK, voici c'était la personne qui était avec lui pour les 2 voyages qu'il a fait là-bas. OK. Puis il y avait des madames aussi. Puis il y en a une que beaucoup de gens connaissent qui est Mme Eisenhower. Oui. Qui, elle aussi, elle a énormément de choses à dire, puis elle a beaucoup de contacts et de connaissances. Vous écoutez ses vidéos là, sur YouTube, là, c'est incroyable les connaissances puis la rapidité avec laquelle elle parle. C'est-tu la petite fille? C'est-tu la petite fille? C'est la petite fille de l'ancien président Eisenhower. C'est ça, c'est la petite fille. Oui. Il y a un moment d'information qu'on peut, comme on dit, partager avec les gens qui, même s'ils ont des doutes dans leur esprit, dans le mien, il n'y en a aucun. Que ça leur appartient s'ils ont des doutes. OK. Mais c'est dur, même encore en ufologie, là, je parle d'un point de vue uniquement ufologue, d'investigation. C'est quand on a, tu sais, là, je fais pas, on va tasser tout ce qui est rapport de la place Bonaventure par Gannett Hines, on va tasser les résultats de laboratoire de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on va tasser les suivis des docteurs du cas de Stephen McCulloch. Si on n'a pas de traces au sol, la seule chose qu'on a avec quoi travailler, souvent, ça va être soit une photo, souvent la photo est floue, ou sinon, ça va être, si on n'a pas de traces, on a juste comme le témoignage de quelqu'un. Et on sait souvent que le témoignage d'une personne qui a subi quand même un genre de traumatisme, le cerveau sert aussi à rationaliser beaucoup pour protéger le corps d'effets secondaires. Donc, tu sais, on peut pas... la neuroscience, des fois, ça peut être très, très, très complexe. Et des fois, il y a des témoins qui vont comme un peu s'agglomérer un peu ou rapiécer un peu leur histoire pour faire du sens inconsciemment, là, bien sûr, parce qu'ils ont subi un traumatisme. Donc, travailler avec le témoignage humain, c'est quelque chose de très, très, très difficile et qui... on n'est pas des professionnels non plus, tu sais. Donc, c'est dur de travailler quand on n'a rien, là. Tu sais, quand on n'a pas de traces, quand on n'a pas... on a juste le témoignage de quelqu'un. Absolument, parce que ce qui arrive, c'est qu'on joue sur l'émotion des gens. OK, oui.
Oui, effectivement. Ça peut dans les deux sens. Oui, Ça l'émotion, peut nous des fois, peut faire des choses ou faire dire des choses, puis l'imagination embarque là-dedans et il peut y avoir Il y a l'effet de autant marque de directions à prendre par après. OK. Fait que je dis pas que tous les témoignages sont faux. Sauf que, en tant qu'ufologue, il faut quand même prendre en considération ce facteur-là. Donc, c'est sûr que quand on a des témoignages avec des évidences physiques, on fait référence au RR2, où est-ce qu'il y a traces au sol, où est-ce qu'il y a traces physiques, où est-ce qu'il y a, je sais pas, une mutilation de détails, où est-ce que c'est clairement, on a la vache devant nous, pardon. C'est beaucoup plus facile de travailler pour étaffer un bon dossier que avoir juste un témoignage de v'là 30 ans. Oui, mais ça en reste qu'à la base, c'est un autre humain avec des perceptions humaines qui essaye d'analyser ça au bout de la ligne. Peu importe le diplôme ou le professionnalisme qu'il va y mettre, ça en reste que c'est des perceptions humaines, puis on perçoit les choses selon l'expérience, selon notre ego, selon un paquet de facteurs. Tu sais, on réussira vraiment jamais à regarder les choses de vraiment neutre. Ouais. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne sera pas une autre bébite qu'un être humain, on ne sera pas capable de se mettre dans les bobettes de quelqu'un d'autre puis analyser ça de façon neutre. Tu dis ça, là, mais juste la couleur. Quelqu'un va voir la couleur de je vais te montrer un bleu, mais tu vas me dire que toi, c'est bleu comme telle affaire, mais pas pour moi, je le vois pas comme ça, nécessairement. Puis si je te présente un 6, moi, tu vois, de la manière dont je vais te le présenter, tu vas avoir un 9. Si tu le vois à l'envers. Fait que c'est différent. L'interprétation est différente, peut-être plus pour chacun, mais oui, ça peut être semblable, mais il peut y avoir des détails près. Mais du moins... de témoignages, excuse-moi, Carole, combien de témoignages de témoins aux États-Unis de gens innocents qui ont été envoyés à la chambre à gaz sur un mauvais témoignage qui contenait des erreurs d'observation. Il faut le prendre en considération aussi, là. Exact. J'aimerais ça juste faire un petit retour sur le sujet avec M. Pierre Brunet, parce qu'on a eu un commentaire en plus de Cyril. Dans la série Taken, Disparition, le vaisseau récupéré est visité par les militaires. L'intérieur est totalement vide. Ainsi, le scénario a opté pour un habitacle entièrement constitué d'un poste de pilotage holographique tactile. C'était le commentaire qu'on avait... on parlait justement du fameux vaisseau. Donc, ça a été reproduit dans une télésérie. Est-ce que ça se rapproche de la réalité, si on ne le sait pas? C'est fort possible, parce que si on regarde, on prend en exemple Roswell. Lorsqu'ils ont récupéré la technologie, d'ailleurs, j'ai lu le livre du commandant qui a écrit le livre à la fin de sa vie, pour ne pas justement avoir de rebound. Toute la technologie qu'on voit aujourd'hui, les pilotes avec les visières qui voient toute l'information, c'est tout du rétro-engineering. Excusez l'expression anglaise, là, mais c'est du retour en arrière sur l'ingénierie. Rétro-ingénierie. C'est ça, la rétro-ingénierie. Et puis, il y a énormément de choses qui se sont développées à partir de là. Et seulement que par la pensée, ils pouvaient piloter le vaisseau parce qu'ils étaient en contact avec leurs cellules sur la même fréquence que leur corps. Bien, c'est dit, hein, par certains témoignages qui disent qu'ils ont embarqué dans un vaisseau, puis que on fait juste à regarder Nassim Haramein. Nassim Haramein, il le dit lui-même là-dedans, c'est que... Puis c'est pas un petit de pique, le gars, là. C'est pas le premier qui le dit, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont écrit dans des livres et ainsi de suite. C'est juste qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur beaucoup plus médiatique, beaucoup plus publique. Puis pour les gens qui connaissent pas M. Nassim Haramein, un physicien qui n'a pas suivi la ligne droite des universités, est allé chercher ce qu'il avait besoin pour les choses qu'il avait à démontrer. Donc, il parle pas avec des spéculations ou des théories, mais il parle plutôt avec des expériences et des résultats. Donc, le monde quantique s'ouvre de façon beaucoup plus large et il y a des corrélations qui se font dans des mondes et notre réalité physique à laquelle on ridiculisait à une certaine époque, puis qu'aujourd'hui, on est en train de se donner crédibilité parce que le monde quantique est apparu. Exact. Je suis très d'accord. On regarde juste la fibre optique. Tu sais, l'humeur, ça serait sorti de Roswell.
Juste nos cellulaires micro-ondes. Sinon, au niveau des communications militaires, M. Brunet, vous allez pouvoir me confirmer si c'est vrai ou pas. Je sais qu'au niveau militaire, les communications d'urgence utilisent les très, très basses fréquences qui peuvent traverser la planète en entier dans le temps de le dire. Exact. Donc, toutes ces technologies-là qu'on a, oui, il y a des êtres humains qui ont travaillé dessus, mais pas à les créer, mais faire une rétro-ingénierie à comprendre comment que ça fonctionne, puis de le rendre fonctionnel dans notre réalité à nous. Là. Mais je fais juste regarder le micro-ondes. Il existe depuis 1945. Mais on l'a dans notre maison depuis les années 80. Fait que ça a pris 40 ans avant qu'on en soit conscient que ça existait. Mais combien de fois, combien plus c'est rendu côté technologie? Juste à penser les propres médias qu'on utilise présentement, là, juste la radio. Là. Oui. La radio, avant qu'elle devienne publique, puis ça a été utilisé bien avant par l'armée. Oui. Avant que ça soit présenté au grand public, que tout le monde l'utilise. C'est à peu près la même chose au niveau de l'Internet. L'Internet, avant qu'elle soit remise à monsieur et madame tout le monde pour qu'on en fasse ce qu'on veut, pour avoir des Facebook, des YouTube et compagnie, tout ça a été élaboré, vérifié, testé de long et en large par l'armée. Là. Le militaire passe toujours en premier. Exact. Exact. Carole, oui. D'un point de vue technologique, j'ajouterais que puisque maintenant on utilise beaucoup le Wi-Fi, on utilise beaucoup, entre autres, le Bluetooth. Oui. Avant ça, c'est parce que l'armée a libéré des fréquences qui lui étaient exclusivement réservées. Okay. Alors, en les ayant libérées, ça permettait aux commerciales maintenant de pouvoir les exploiter pour à peu près toutes les applications qu'on peut avoir électroniques maintenant. Ils ont laissé aller leurs antiquités parce qu'ils sont rendus plus loin aujourd'hui. Ils n'ont plus besoin de ça nécessairement autant. Ils ont déjà encore mieux. C'est pas vraiment des antiquités. Mais antiquités parce que je dis ça de même parce que ça fait longtemps que ça existe, mais nous, on le sait pas. Mais c'est plutôt de la technologie qu'ils connaissent très, très bien. Et que même qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ils vont être en mesure de reprendre le contrôle sur cette technologie-là parce qu'elle est quand même basée sur leur propre recherche et leur façon de le faire fonctionner. Mais comprends-moi bien, quand j'ai antiquité, c'est pour eux, c'est rendu de l'antiquité parce qu'ils sont rendus plus loin. C'est ça, je veux dire. Oui, exact. Faut pas oublier, Cher, c'est une antiquité. Michel Richard, c'est une antiquité. Faut faire attention, là. Sur cet humour signé Jean-François Primo, on va aller à la pause. Puis on revient tout de suite après. De retour en studio avec Steve Zuniga, Pierre Brunet, Benoît Maranda. Mon chum, il est là avec des écouteurs sur le coin, puis du point mot. Et moi, Carole Lauzé et Jean-François au bout de la ligne. T'as oublié des petits visiteurs qui ont passé. Tu sais, pendant la pause, moi, je suis un fumeur. Hein? Je peux aller fumer ma petite cigarette tranquille dehors. Tu sais, je parle beaucoup. Puis on entendait un petit grondement de loin, tantôt, assez bas. Fait qu'on a eu la visite de 3 hélicoptères militaires à basse altitude, au ralenti, en formation. Que tu as filmé d'ailleurs. Oui, effectivement. Fait que dans quelques minutes, je vais essayer de mettre ça là, dans les commentaires. Là. Mais tu sais, c'est... Dès qu'on commence à parler de quelque chose, c'est quasiment automatique. Vous allez peut-être nous prendre pour des paranoïaques, mais non, c'est parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Des fois, on touche à des choses, on ne sait pas à quoi qu'on a touché, mais on se ramasse avec des petites visites comme ça. Mais Pierre Brunet, t'es sûr que t'es pas suivi, toi? Mais je dirais ceux qui sont en haut et qui nous écoutent parce que ça tourne au-dessus du studio, je l'ai entendu. Oui, j'ai oublié, fait qu'on les salue. Si vous voulez leur faire un petit tour, aucun problème. Vous pouvez même passer à la station puis venir jaser avec nous, aucun problème. Le stationnement, il y a assez de place pour atterrir. Exactement, allez au fond de la cour ici, là, puis venez vous prendre un micro, puis on va jaser, puis vous nous dites, c'est ça. Puis regardez-nous dans le blanc des yeux, puis on va jaser, puis ça va être plutôt parfait comme émission, mais quoi que ça l'est déjà. On vient de me communiquer que c'est Michel Richard qui dit que elle n'est pas une antiquité, mais toujours bien la reine de DQS. OK, mais ça n'existe plus, TQS. Maintenant, c'est 4 saisons, mais après ça a été VDL. Non, ça a été 4 saisons avant. Après ça a été TQS. Oui, c'est ça. Là, c'est nouveau. Oui. C'est ça. En tout cas, anyway. Mais pour répondre à ta question, Carole, oui, je suis suivi, mais par ma conjointe. Avec Google Earth. Pas Google Earth, un peu Google...
voyage ou quelque chose de même. Là, OK, elle suit sur ton cellulaire. elle suit sur mon cellulaire, elle sait exactement où je suis en tout moment. T'es dans marde. Sauf si mon cellulaire est fermé. T'es dans marde. Ah, C'est puis parce même qu'elle à est ça, inquiète. Chaque grand homme, il y a une femme. J'ai comment cette technologie-là fonctionne, puis même si le téléphone est fermé, sur la map, on va voir la trajectoire la de la dernière voiture. interaction du téléphone avec la plus proche des antennes pour trianguler l'endroit où on se trouve, où le téléphone se trouve au C'est minimum. pour ça que je peux T'es jamais faite. acheter de cadeau en surprise parce qu'elle sait où ce que je suis. T'es faite. Donc, j'aimerais ça revenir juste sur l'événement à Jean au niveau du Salon du Livre de Montréal. Donc, sur sa page, M. Cazot va être au stand 602. OK. Donc, il était là hier, vendredi, de 15h30 à 17h, 20h à 21h, et aujourd'hui, de 13h à 14h30. Donc, il vous reste encore un bon 1h15 pour aller rencontrer M. Cazot. Et il est là pour nous parler de son livre « Les Divergents, ces personnages maudits par la science et la religion ». Eh bien, tu lui diras, Jean-François, il va te rester une demi-heure après l'émission pour te rendre. Mais tu lui diras que les oreilles ont dû sciller parce qu'on ne fait que parler dans son dos présentement pendant qu'il n'est pas là. C'est une salutation de notre part, tous en studio. Avec, Absolument. je te demanderai pas de se donner un bec pour moi, là, mais en tout cas, tu Non, lui diras c'est que ça. je l'embrasse, ça va faire. C'est ça, exact. Pour ne pas oublier tout ce que M. Cazot a offert à l'ufologie depuis toutes ces années. C'est un overtaking immense. Donc, encore une fois, bravo à M. Cazot. Moi, j'appelle ça un bel héritage à l'humanité. Mais ça, en tout Oui. cas, on va en discuter plus longuement la semaine prochaine. Sinon, notre visite est déjà postée dans les commentaires, fait que les gens pourront aller écouter le petit vidéo. C'est de la, tu l'as mis? Oui, oui, oui. OK. Oui, je l'ai mis. Oui, OK. oui, ben oui. Ça va être intéressant, ça. T'as un peu... OK. Puis là, je veux revenir justement pour le texto, ceux qui veulent nous rejoindre, que Steve va lire agréablement bien fait, là, justement. 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Pour ceux qui ont des témoignages ou qui ont des Q à nous faire ou un commentaire avec de quoi on parle aujourd'hui, faites-le là ou sous le poster de l'émission d'aujourd'hui. Puis, on va vous lire assez... Exactement, je suis à l'affût de tout ce qui se passe du côté des textos et de la page. Et oui, c'est ça, en plein ça. C'est ça qui est le fun. Ben oui, je le vois ta vidéo en passant, tu l'as mis, on voit ton pied en ouverture de vidéo. Oui, effectivement, on réfléchit pas à ce qu'on fait juste peser sur REC, puis on commence à essayer de prendre ça le plus vite possible. Fait que est-ce que vous voyez un petit encadrement play dans le milieu avec un pied? C'est le pied de Steve, je pense. Ben oui. Puis c'est ça, il a filmé les trois, mais depuis tantôt, ça tourne au-dessus de la station. On n'est pas parano, comme qui dit, là, mais c'est juste comme... drôle. Pour le nombre de Drôle fois que ça d'adon. arrive, là, Un drôle. méchant tadon. C'est ça, c'était un drôle d'adon. Ça fait 2 fois que ça nous arrive, ça, cette affaire-là, puis qu'on filme. On les filme en plus, puis ils tournent en rond, là. Depuis que je viens à la station ici, là, ça fait peut-être plus que ça que c'est arrivé, là, parce que le nombre de fois que j'ai été présent à la station, j'étais pas au téléphone, là, puis que je les ai vus passer, là, pour moi, ça fait déjà 3-4 fois que je les vois passer. Fait qu'on doit pas mal friser la vingtaine, la trentaine, puis le nombre de fois qu'on s'en est même pas rendu compte qu'eux autres étaient là. Ben, c'est la dernière fois que c'est passé, c'est pour la même raison et je crois encore que c'est la même chose. Et j'ai une confirmation de Gilles Lapointe qui me dit les hélicoptères étaient de passage au-dessus de l'Université Laval pour la Coupe Danmore au football canadien. La fanfare de l'armée jouait l'hymne national. Fait que ça se peut que ça soit ça. Bon. Là, on est loin de l'université ici, là. Puis ils se promènent quand même au-dessus, puis ils tournent en rond sur la radio comme par hasard, pareil. Là. Eh bien, on les salue quand même. Ben oui, je sais pas s'ils pognent le poste en haut même. Là. Salut les gars, en passant. Merci Gilles de ton commentaire. Maintenant, on sait que c'est probablement dû au football, mais c'est drôle pareil, comme Adon. L'année passée, c'était la même chose. On parlait de trucs avec les militaires, puis pouf, et c'est ça. On avait vraiment quelque chose c'est le même concept. Puis ça avait été filmé un peu partout, mais c'est vrai, on est de l'autre bord du fleuve, là. On est loin de l'université. Moi, j'avais peut-être une question. On voit beaucoup l'ufologie aujourd'hui comme une discipline d'investigation, mais pour les prochaines années, c'est une question que je pose souvent parce que je pense que ça va prendre comme 2 tangentes. Moi, j'aimerais ça avoir l'opinion de tout le monde, à savoir l'ufologie de recherche de terrain.
Pour les prochaines années à venir, c'est quoi la direction qu'on devrait peut-être prendre ou peut-être favoriser? Y a-t-il une approche plus qu'une autre? Est-ce que l'ufologie peut-être qui veut plus de conscience devrait prendre plus de place? Est-ce que l'ufologie rough de terrain interventionnel devrait être privilégiée? Est-ce qu'on devrait investir dans de nouvelles technologies pour la recherche? Comment qu'on voit ça pour notre domaine dans les années à venir? Ben, c'est parce que ça dépend c'est quoi les objectifs de tous et chacun. La majorité des gens qui s'intéressent au sujet ont leur objectif personnel. Ceux qui sont dans des groupements ont des objectifs de groupe. Et même dans ces groupements-là, ben, tous et chacun dans le groupe ont leurs propres objectifs personnels. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est des phénomènes personnels à laquelle on essaie de donner une compréhension en tant que société. Mais c'est parce que ça change rien. Le phénomène est quand même personnel. Ça vise la personne qui a vu quelque chose, parce que c'est cette personne-là qui est prête à voir quelque chose. Qu'on parle d'ufologie, qu'on parle de paranormal ou qu'on parle d'à peu près n'importe quoi, c'est quand tu es prêt que tu commences à voir les choses. Ouais. Est-ce que l'ufologie, parce que on parle d'objets volants non identifiés, on fait souvent référence à des êtres, la culture un peu religieuse nous emmène peut-être à avoir des observations d'OVNI dans le passé au niveau religieux, ce qui nous amène un peu à l'archéologie un peu interdite. Est-ce que ces tendances-là, est-ce que ces veines-là vont finir par se côtoyer ou l'ufologie et l'archéologie ne verront jamais bon ménage? Si tu embarques du côté archéologie, je parlerai pas parce que je me sens vraiment pas connaissant à côté de M. Brunet. Je vais plutôt laisser parler M. Brunet. Il y en a pas mal plus que moi à dire, puis je pense que ça va être pas mal plus intéressant. Tu as tout de suite une preuve, si tu remontes pour étudier un peu l'histoire des Indes. V'là 5000 ans, on parlait de bataille aérienne. Il y a 5000 ans. Le 5000 ans. Et encore de nos jours, une ville aux Indes et une ville au Pakistan sont des zones interdites à cause des radiations atomiques. Théorique ou vrai? Vrai. Okay. Personne ne le doit d'habiter là, même pas d'aller se promener. Mais c'est pas parce qu'il y aurait eu un astéroïde. Il y a eu des batailles. Encore aujourd'hui, les ruines de ces villes-là sont apparentes. On peut les voir sur Internet. Il y a des places d'impact qui sont vitrifiées. Oui. Ah oui? Puis la seule chose qui peut faire ça, c'est une bombe nucléaire. Et puis, il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans. Et tu remontes aux Vimana, qui sont ce que les gens connaissent pas tous, là. Mais si tu regardes à partir de la technologie des Vimana, ce que les Allemands, en 1942, ont commencé à travailler très fort avec l'aide, naturellement, d'une certaine dame là, qui était médium puis qui allait chercher au niveau extraterrestre des informations. Ils ont construit la fameuse cloche. Après ça, ils ont mis la technologie sur des vaisseaux qu'ils ont construits, qui appelaient les vrils. Moi, je me sacre toujours le nom du dernier. Je l'appelais toujours le Onebu parce qu'il était plus facile à dire. Mais je pense que les lettres sont déplacées dans le mot. Mais on embarquait 37 personnes à bord. Et les Anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 44-45, ils les appelaient les Foo Fighters. D'où vient le nom d'un orchestre, d'un groupe musical connu, les Foo Fighters. Que je connais très bien et que j'adore. Et il est parti d'un chanteur qui s'est suicidé. Hein? Exactement. Et puis, naturellement, si on regarde, on monte jusque-là, les Allemands ont remis après ça la technologie dans leur appareil, dans des sous-marins. Et les sous-marins se sont levés dans les airs. Et ils ont commencé à voyager dans l'espace. Un sous-marin. Un sous-marin. C'est construit, c'est hermétique à l'eau, donc hermétique à l'air. C'est comme confirmé de dire que quand on voit des cylindres, c'est peut-être des sous-marins sous l'eau rendus en l'air, c'est ça? Oui, puis ils vont se cacher sous l'eau, puis ils reviennent. Puis il y en a certains qui sont beaucoup plus gros. Il y en a eu en Ukraine qui ont été photographiés. Il y en a quotidiennement photographiés. Des fois, il n'y a pas de secret. Hein? Ouais. Le cylindre, c'est la forme géométrique la plus efficace pour contenir et retenir la pression. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est des extraterrestres puis ils sont rendus avec une technologie hyper avancée qu'ils sont moins efficaces. C'est comme, ça me fait penser, ça me fait penser qu'il y a quelques années, j'en ai filmé 3 qui passaient dans le fleuve. Des sous-marins noirs, quelque chose de noir, c'était tube noir, mais en tout cas, ils me paraissaient noirs, parce que moi, j'étais en haut au cap, puis je les voyais passer, c'était clair. Ils étaient vraiment dans le bord du chenil où ce que les bateaux passent pas,
Puis le monde me disait c'est un banc de poisson. Ben oui, toi, avec une forme cylindrique. Oui, un banc de poisson avec un gros ventre. C'est ça. Ils ont dû se faire une forme. Ils disaient, ici, on s'attaque. Tu positionnes ici, là, puis toi, là, on va faire un beau cylindre. Vous voulez voir quelque chose d'intéressant et de scientifique, parce que toutes les informations que je vous donne sont brevetées. Oui. Donc, la personne est protégée. Oui. Et la personne qui met ça en ligne présentement, il s'appelle Wilbur, W-I-L-B-U-R, Allen. A-L-L-E-N, comme le jeu Allen, comme le jeu de pomme. Oui, vidéo, là. C'est une vidéo ça. que tu as mis sur... Oui, exactement. Puis M. Wilbur Allen est le premier, parce qu'il était à sa retraite, était le premier officier à bord d'Air Force One sous le règne de 4 présidents américains. OK. Il demeure à 4 blocs de la Maison-Blanche. Ah ouais? Il y a une caméra spéciale en infrarouge. Il photographie toutes les nuits que le ciel est clair, les vaisseaux qui passent. Ah oui? Puis je vous dis qu'il en passe des super de gros. Il y en a d'autres, oui, exactement ça, la page. Je vais aller envoyer le lien. J'allais voir aussi qu'il y en a, c'est très petit. Puis on a aussi les fameux tic-tac là, que la marine américaine commence à dévoiler de plus en plus, là. Les tic-tac, parce qu'ils sont faits comme un tic-tac qu'on se met dans la bouche, là. Ouais. Ils sont faits pareil. Ils tournent à 90 degrés. Les Américains ont beau les poursuivre. Il n'y a aucune... c'est comme un cylindre arrondi. C'est comme un plus large. Mais beaucoup plus petit. Plus large. Non, aussi. il n'est pas plus large. Il est fait exactement comme un tic-tac. Ben, ça il n'est pas long, il n'est pas tellement long, il n'est pas tellement large. Un petit peu fourré au poulet, là. Mais par contre, il peut voler jusqu'à 17 000 milles à l'heure. Hey, 17 000 milles! C'est les vitesses qui ont été enregistrées. Et tout ça, c'est enregistré en infrarouge et non sur les radars, parce que les radars, il n'y a aucune... ça fait... Et les gens de l'habitat qui ramassent combien de G? 0? 0 gig. Ça veut dire que c'est à peu près 4 à 5 km/seconde, je dirais à peu près. Ouais. Parce que si je me fie à la station spatiale, elle passe à 7,8 km/seconde au-dessus de notre tête. Ça nous paraît pas ça. Oui. Mais en haut, là, ça fly, c'est un méchant temps. Oui. Mais étant donné qu'ils sont déjà dans l'habitat, qu'ils n'ont pas la face bien étirée, parce qu'ils vivent dedans, sont vraiment... Il n'y a pas c'est pas la même sensation non plus, parce que il y a quand même une certaine densité dans l'espace. C'est le vide, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de vide. Il y a quelque chose d'autre qui prend la place pour avoir des changements de pression. Là. Puis à la hauteur que la station se trouve aussi, elle n'est pas en dehors de la protection de notre planète. Au contraire, elle est en train de rebondir, dans le fond, sur notre... je pense à cette hauteur-là, c'est rendu la stratosphère, où ce qui est en train de rebondir. Donc, tu sais, elle est en train de voler, non, elle est en train de rebondir à chaque fois sur notre atmosphère. C'est pour ça qu'elle reste en orbite. C'est ça, une mise en orbite en passant. Mais je me demande comment est-ce qu'il fait pour mesurer ça, la vitesse qu'il fait, lui. C'est fait avec des instruments très, très hautement calibrés. Parce que nous, on sait par la station spatiale, parce qu'ils sont dedans. C'est des humains qui sont dedans. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'autre, c'est 7 000 ou 10 000 ou 20 000 km/s ou dans l'heure plutôt? Tout est calculé selon du point A au point B. Ouais, mais la distance qu'il y a entre les deux points, comment il a pris de temps à se rendre? Ouais, on va te dire la vitesse comme un auto. Ça, oui, sauf que c'est la distance éloignée de la Terre qu'on se demande, est-ce que c'est réel ou pas? Parce que ça change la donne, ça, quelque part. Là. Parce que si moi, tu me passes la main d'en face à peu près à 2 pouces, pour moi, ça va avoir duré 1 seconde. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est où ça va te donner... mais fais-le la même affaire, plus loin, t'as pas la même vision. Donc, est-ce que je me trompe, Benoît Maranda, quand je dis ça, le calcul des... je dois t'avouer qu'en aéronautique, là, actuellement, on me parle de plein de trucs que je t'ai un peu dépassé. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais discuter. On parlait un peu d'archéologie oui, c'était ça le but de l'émission, puis on a bifurqué sur d'autres choses. En conséquence, au niveau aéronautique, vraiment, dans ce domaine-là, ce que j'entends parler, je suis complètement dépassé, là, honnêtement. Je dis pas un mot parce que je peux pas rien dire contre ça. Vraiment, j'ai des experts à côté de moi. Mais si les scientifiques sont capables de dire qu'un avion vole à Mach 1, Mach 2, c'est parce qu'ils sont capables de le calculer. C'est parce qu'il y a quelqu'un dedans aussi qui sait comment est-ce qu'il roule. Oui, mais il n'y a pas rien que ça. Ils ont des instruments maintenant, aujourd'hui, qui sont capables de dire le déplacement. Oui, moi, c'est ça. Si je suis dans ma voiture, puis je roule à 90 degrés, là, en plus, là, puis qui rentre dans l'eau, là, dans l'océan. Il y a une façon de mesurer. Oui, Jean-François?
Oui, en fait, si on revient à l'archéologie densité ufologique, dans ce temps-là, bon, il y avait des vaisseaux qui s'appelaient des Vimana. Il y avait toutes les religions ont ce mythe-là de création avec ces êtres-là, avec ces boules lumineuses-là. En passant, c'est pas des religions. Nous, on les interprète comme étant des religions, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est dans le passé. Oui, mais je peux me permettre peut-être de mentionner, mettons, les Sumériens ou des... Oui. Toute civilisation. Civilisation, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours ce phénomène-là d'objets lumineux qui se déplacent vraiment d'une façon qu'aucun avion peut se déplacer aujourd'hui. Là. Je pense que c'est à ça qu'on veut emmener. Et puis, si on regarderait la façon que ces ovnis-là se déplacent, ben il est clair que la personne, ce sera à l'intérieur, puis l'OVNI décide de faire un 90 degrés, ben il écraserait, là, tu sais. Donc, il y a quand même quelque chose de spécial dans la façon que ces ovnis-là ou ces engins-là se déplaçaient pour nous, avec une technologie qui était tellement avancée dans ces années-là où l'homme de pierre... Benoît, tu voulais mentionner justement de quoi par rapport aux technologies? Oui, en fait, moi, je fais longtemps que je lis la revue Science et Vie. Et puis, je me souviens que dans les années 70, c'est sûrement qu'il y a des gens qui s'en souviennent, il y avait en première page d'une des revues l'explication, on sait comment fonctionnent les ovnis, avec une explication tout à fait cohérente en fonction de l'ionisation de l'air, le plasma qui se fait autour du vaisseau, du véhicule. Puis on abordait, je crois, la question justement des pressions intérieures par rapport aux accélérations. Alors, c'était abordé ça dans les années 70. Mais je l'ai jamais retrouvé. Je l'ai eu entre les mains à un moment donné, mais je l'ai perdu. Il y avait aussi la revue anglophone Popular Mechanics. Aussi, probablement qui parlait de ces sujets-là à plusieurs reprises. Exact. Fait que c'était déjà dans les années 70, là. Alors, on a pas mal fait de chemin, mais j'ai l'impression que, au point de vue technologique, il y a énormément de choses. Comme je disais tout à l'heure au début, c'est que il y a fort probablement actuellement un immense décalage entre les développements technologiques récents et nous, sur le terrain. Nous, on est tout contents de voir des véhicules électriques là, dans notre quotidien, dans notre day-to-day. On est loin de voyages là, autour de la planète à des vitesses incroyables avec des systèmes comme ça. Alors, c'est certain qu'il y a une technologie humaine, à mon avis, qui nous surprendrait énormément si on les connaissait vraiment, là. Et on va sûrement les connaître dans 20 ans. Parce que je me souviens, moi, au début des années 80, il y a eu une vague d'ovnis en Belgique. Vous vous souvenez de ça? Oui. Alors, on voyait des triangles noirs. Et puis, justement, moi, je lisais la revue Science et Vie. Et puis, on faisait mention à ce moment-là d'un avion furtif expérimental, justement en forme de triangle. Et puis, ce qu'on ne savait pas et que moi, j'en ai déduit par la suite, c'est qu'il expérimentait en même temps avec l'OTAN. Justement, l'OTAN, je pense que c'était en Europe. C'est le NORAD. Non, c'est l'OTAN. L'OTAN en Europe. Alors, je suis à peu près certain que, sans trop me tromper, vu avec moi, avec mes yeux, que c'était fort probablement des tests, des essais qu'on faisait avec ces avions furtifs-là, et on avait des systèmes de brouillage anti-radar qui faisaient croire au radar qu'en fait, l'avion ou l'OVNI en question était à un endroit, puis tout d'un coup, il disparaissait pour apparaître 2000 mètres plus loin, là. Alors, c'était des systèmes d'anti-brouillard, des systèmes anti-radar qu'on développait, qu'on faisait des essais. Et par la suite, avec la guerre du Golfe, là, ces avions-là sont devenus publics plusieurs années après. Et je me souviens très bien quand on avait ici à Québec le festival aérien. À un moment donné, on a vu ces avions-là, ils étaient sur le terrain. Et c'était incroyable, là. Moi, j'ai fait le tour de l'avion en question. On ne devait pas l'exposer à la pluie. Ça, c'est sûr qu'il fallait qu'il fasse beau pour qu'il soit à l'extérieur. Et après ça, on se plaçait devant, là, puis c'était un triangle qu'on voyait. Un triangle quasiment parfait. La façade, la face, c'était incroyable. Là, on n'avait jamais vu ça. Et là, ça faisait bien longtemps que la vague d'OVNI en Belgique s'était passée. Ça faisait peut-être 15-20 ans. Là. Exact. Il y en a eu plusieurs vagues justement dans cette région-là. Puis j'ai des témoignages qui vont, à un moment donné, je vais vous faire entendre quelqu'un qui a vu une ville au-dessus de sa tête tellement... Ça lui ressemblait à une ville, comme une ville à l'envers, tellement que c'était près de... C'est comme si le vaisseau était vraiment collé au sol. Là, ça a été photographié en Chine, ça. Mais tu parles de la ville qu'on voit dans les nuages, mais eux, c'était au-dessus de eux, mais vraiment palpable, qui aurait pu toucher, puis tu voyais comme c'est comme s'il était pratiquement atterri.
Le gars, il avait 17 ans à l'époque, là, il était aux études, puis bref, je vais en parler un petit peu plus longuement une autre fois. Mais on va devoir aller à la pause une dernière fois parce que l'émission s'achève, puis on n'a même pas encore effleuré le sujet d'aujourd'hui. C'est pas drôle, là. On a trop de connaissances. Faut mettre une mise en contexte pour nos auditeurs avant d'en arriver au vif du sujet. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait des événements en dehors de la radio aussi, pour continuer ces sujets-là. Exactement. On va faire une petite pause, puis on revient tout de suite après. On est de retour pour la dernière partie de l'émission. Puis là, on va essayer de toucher peut-être au sujet principal qu'on était censé parler. Effectivement, M. Brunet aime sortir des sujets, mais je pense que c'est le dernier sujet qui m'a sorti. Je vais le taire pour plutôt en arriver au vif du sujet. Le fameux doigt. Bien, justement, avant de dire le fameux doigt, le mode fossile. Faut que je dise que c'est le mode fossile. Et je connaissais pas ça, moi, le mode fossile. Moi non plus. Autant que j'ai fait, j'ai étudié l'archéologie avec plusieurs universités, que jamais personne qui a parlé de ça parce qu'on parle toujours d'artefacts. Oui, c'est ça. Puis là, mais tu m'as parlé d'un truc qu'ils ont trouvé au Connecticut. Oui, au Connecticut, il y a un de mes amis qui s'appelle Roger Spur. On peut le retrouver facilement. D'ailleurs, c'est lui qui a créé sur YouTube le site qui s'appelle Mud Fossil University. OK. Et puis, Roger, c'est un scientifique. C'est un homme d'affaires, mais un scientifique. Il a travaillé pour la marine américaine, il a fait plein de choses. Il a même été dans la fameuse, juste pour faire une parenthèse, là, fameuse pyramide sous terre en Alaska. OK? C'est qu'il y a des gens encore qui pensent. Oui, c'est ça. Et il a été sur place, il a travaillé 2 ans là. Donc, Roger, quand je parle avec lui, il m'avait dit qu'il y avait, puis ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, il dit, je voulais faire un agrandissement à ma maison, on a commencé à creuser avec la pelle mécanique, ils ont mis de la pierre empilée un par-dessus l'autre à côté pour pouvoir dégager le trou, tout ça. Et puis à un moment donné, il regardait ça parce qu'il ramassait des roches pour faire d'autres petits travaux. Puis là, il trouvait qu'il y avait une roche qui ressemblait à un doigt. Mais il dit, un doigt, c'est quand même, il dit, c'est 15 pieds de long, ça a 30 pouces de large. Mais il dit, on voit la forme de l'ongle dans le bout de la roche. Que lui était à l'autre extrémité, autrement dit, proche de la main, ou si elle existe encore à quelque part dans le terrain. Et puis, à partir de là, ils ont pris un outil et ils ont relevé un morceau de roche qui ont analysé avec des compagnies spécialisées parce que toutes les universités ne voulaient rien savoir. Ils disaient, c'est une roche, d'autres, on n'analyse pas les roches. Il y avait ça dans leur tête de ne pas sortir de leur mandat pour ne pas passer pour peu importe quoi, là. Que finalement, il a été voir des compagnies privées qui connaissaient. Ils ont fait l'analyse pour lui. Ils ont sorti toute la paperasse qui allait avec. Et puis, c'est là qu'on s'est aperçu que avec le doigt, l'échantillon, c'était 100% humain. Puis c'était pas un gorille, puis c'était pas un singe, c'était un humain. Qui a fait l'analyse de ça? C'est une compagnie privée. OK, ben eux autres ne savaient pas. Certifié. Ils ne savaient pas du tout c'était quoi. Mais ils connaissaient le monsieur en question. Puis il a dit, garde, analyse-moi ça. On va te le faire. Il dit, ça nous fait plaisir, c'est dans notre domaine. Il a dit, analyse-moi ça, mais le gars, il n'a pas dit que c'était après quoi qu'il a pogné ça. Non, ils ont dit 100% humain. Et puis, à partir de là, ben naturellement, ils ont trouvé d'autres choses dans le terrain. Ils ont trouvé un fouet, ils ont trouvé un cœur. Ils ont trouvé d'autres organes qui étaient pétrifiés. Okay, parce que quand ils ont ouvert le cœur en deux, là, parce que la roche était quand même solide extérieurement, mais quand ils l'ont fendu en deux, tout l'intérieur de la roche était, comment je dirais ça, pratiquement liquide en sang. Il a passé sa main dessus, puis il est venu à la main tout rouge. Comme il y avait encore du sang à l'intérieur de la roche parce qu'elle était protégée par l'extérieur. Ça n'avait pas séché. Ça veut dire qu'il est mort vite, rapidement. La majorité, c'est ça qui arrive. Des cataclysmes terrains, que ce soit par l'eau salée, des inondations ou d'autres choses, des gros cataclysmes qui vont tuer du monde, bien souvent, avec les années, ils vont venir pétrifier comme ça. Rappelle-moi donc la grandeur du doigt. Il y a 15 pieds de long. Hein, un doigt. 15 pieds de long, 30 pouces de large. 2-3 pouces, nous autres, mais c'est quand même une bonne épaisseur, là. Ouais. Est-ce qu'on imagine quelques instants si on trouve des doigts de cette grandeur-là,
Le reste de l'environnement de ces êtres-là avait l'air de quoi? Ben, la hauteur. Je vais juste faire référence 50 à 51 pieds à un d'hauteur. autre sujet. Parce que j'ai jasé un petit peu avec M. Brunet il y a quelques jours. Puis je mentionnais la montagne Devil's Mountain. Oui. Tu sais, il y a des gens qui ont remarqué la ressemblance entre la montagne et une souche d'arbre. Et la façon que la montagne tu sais, est utilisée aujourd'hui, les gens grimpent dessus, là. Mais c'est parce que tout ce qu'on peut y voir, on est capable de le retrouver à notre niveau à nous, à notre grandeur à nous. Mais c'est parce que ça, sur la Terre, il y a eu des choses immensément plus grandes que nous-mêmes. Ah oui, si on prend juste au Colorado, ce que tout le monde peut voir dans les photos de Colorado, on voit des arches. Puis si vous regardez les arches, on a aussi des boules rondes, parfaitement rondes. C'est vrai. Des tendons. Des tendons. On est rendu en biologie, là. Oui. Si je peux me permettre peut-être une petite parenthèse à ce qu'on parle ici présentement. Première des choses, on fait référence à ces géants-là, hein, ces êtres-là qui sont aussi mentionnés dans la Bible. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'ossements qui ont été retrouvés sur des terrains de ces fameux géants-là avec les cheveux rouges, 6 doigts avec 2 rangées de dents au niveau de la mâchoire. Il reste encore des os exposés dans des musées. Et c'est drôle aussi de voir que quand on regarde le processus de fossilisation, il faut qu'il y ait une grosse masse d'eau avec une grosse masse de terre qui vont compresser rapidement l'être, peu importe l'animal, si on fait référence aux dinosaures. Exact. Et ça doit être fait très, très, très rapidement avec une très grande masse d'eau. Regarde de compresser parce qu'après ça, en général, l'os devient calcaire. Donc, c'est très rare de retrouver de la matière, de l'ADN ou des choses comme ça, mais récemment, dans certaines conditions de préservation, puis là, je vais aller plus vers la paléontologie, peut-être du Pléistocène, même je vous dirais Jurassique, puis le Trias peut-être un peu, on a retrouvé encore aujourd'hui des protéines dans la colonne des tyrannosaures qui pourraient être viables. Pour en arriver à quelque chose d'encore plus proche de notre siècle, là, présentement, moi, je suis des gens qui font des recherches au niveau d'un événement qui est arrivé mondial, qui est pas très, très loin, qui est pas le grand déluge, qu'on appelle... parce que quand Carole m'a parlé de mode fossile, moi, j'avais compris mode flotte, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau planétaire, on a remarqué qu'il y aurait eu un genre de déluge de boue et d'eau qui aurait enseveli une bonne partie de la planète et une bonne partie de ce qui était déjà existant sur la planète, qui fait un petit peu de lien avec la raison pourquoi qu'on retrouverait des cadavres de géants qui ont été pétrifiés. C'est vrai. Donc, des haches, je me rappelle, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, oui. de mémoire, je pense à des haches, des outils primitifs. Moi, je parle pas de haches, moi, je parle de bâtiments, là. Je parle de bâtiments que on le voit que ça a été enseveli et de la façon que le bâtiment est construit, qui dépasse tout à fait les logiques d'ingénierie, comme mettre de la brique comme solage, qui est totalement ridicule. Mais si on se promène un petit peu, même ici même à la ville de Québec, on va se rendre compte qu'il y a certains bâtiments qui semblent être pas mal plus grands qu'est-ce qu'on nous présente présentement aujourd'hui. Mais je me demande quelle cabane va contenir un bonhomme de 50 pieds de haut, moi, là. Toi, Bruno, depuis tantôt, je vois que... Pas Bruno Benoît. Là, ça arrive souvent. C'est parce que Bruno vient de m'écrire un message comme quoi qu'il écoute l'émission. Par rapport à ça, parce que c'est Pierre qui m'a présenté ça avec les trucs Facebook. Je le suis là-dessus. Puis il m'envoie plein de vidéos. Mais moi, je me sens complètement dépassé par ça, là. Parce que quand on regarde l'histoire, l'échelle géologique, tu sais, les êtres humains, si on regarde les premiers animaux qui avaient un profil humanoïde, on peut remonter peut-être à 4 millions, 5 millions, 7 millions d'années. Mais quand on va parler du genre Homo, puis là c'est assez récent parce que l'Homo sapiens, qui est notre espèce à nous, ben là, on est capable de dire, ben on commence à avoir des traces il y a 250 000 ans. Mais on parle pas de géants parce que j'ai fait un petit peu de recherche, puis la majorité du temps, dans toutes les branches Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, tout ça, les
les tailles varient peut-être en moyenne à peu près à 1,5 mètre, 1,6, 1,8 mètres pour ce qui est de la hauteur. Puis dans la science officielle, on ne parle pas de géants nulle part. Les seuls géants qu'on connaît, dans les immenses, ça va être les dinosaures qui ont disparu, dont la disparition a commencé à peu près il y a 65 millions d'années. Après ça, il y a eu un petit peu plus tard une période où il y avait beaucoup de mammifères qui étaient gigantesques. Justement, cette semaine, on a vu une nouvelle passer comme de quoi que les grands animaux, comme entre autres les mammouths, seraient probablement disparus suite à la chute d'une météorite il y a environ 12 500 ans. On parlait que les êtres humains étaient peut-être responsables de la disparition des mammouths, mais moi, j'ai toujours pas accordé crédit à cette théorie-là parce qu'il n'y avait pas assez d'êtres humains, à mon avis, à cette époque-là, pour créer une extinction aussi massive. Les mammouths, il y en avait partout. Il y en avait en Sibérie, il y en avait dans les îles en Arctique. Il n'y avait pas autant d'humains dans ces coins-là, mais pourtant, ils ont énormément disparu de façon assez rapide. Et puis, c'est un cataclysme de style astéroïde qui se serait écrasé. Mais là, on parlera pas de géants comme ce qu'on est en train de ce que Pierre est en train de nous décrire. Mais là, non, parce que c'est ce que Pierre apporte comme idée, c'est que l'histoire serait à refaire. Parce que elle est à refaire. Mais c'est ça, j'aimerais bien savoir où on les place dans cette échelle-là des temps géologiques. Benoît, je vais faire un deal avec toi parce que il y a une personne qui s'est déjà donné la peine de parler de la société d'avant les hommes. Puis ce monsieur-là, on entend rarement parler de lui. Mais il est quand même là présent, ces réseaux sociaux. Puis ça fait un méchant bout qu'il parle de ces choses-là. Il s'appelle Pierre de Châtillon. Il a son site Internet incapable de se taire. Je vais mettre le lien. Okay. Il y a un des vidéos qui dure environ 1 heure, qui est très, très, très intéressant, basé sur des livres que lui-même a vus, qui n'est pas accessible au commun des mortels. J'imagine que ça doit être dû à son travail qui a dû tomber là-dessus. Même dans mon travail à moi, je tombe des fois sur des choses que je ne devrais pas voir, mais je les vois pareil. Des livres du Vatican, tu parles? Le vidéo s'appelle « La société d'avant les hommes ». C'est pas plus compliqué, ça dure 1 heure. Okay. Allez écouter ça, c'est vraiment du bonbon, puis ça déniaise. Ça déniaise pas mal. Mais si on parle de Néphilim, qui étaient des géants, ils ont fait dans le passé des films qu'on voit un géant marcher entre 2 rochers dans un canal d'eau, puis il est en train de tirer des bateaux. Ces idées-là sont basées sur quelque chose. Tu sais, il y a une chose, mais c'est si on regarde, parce que des géants, on en a des géants. Quand je pense aux géants Beaupré, il y a des personnes qui souffrent d'une maladie de l'hypophyse et qui développent, ils n'arrêtent pas de grandir. Mais je vais dire, comme j'ai dit à Jean-François tout à l'heure, la société en a dit que ça n'était une maladie. Oui, mais c'est parce qu'on voit que ces personnes-là n'ont pas une espérance de vie très élevée. Ils ont des problèmes énormes au niveau des articulations à cause du poids, à cause de la gravité. Exact. Alors, je ne comprends pas comment des géants qui auraient les dimensions de ce que... Est-ce que la gravité a toujours été identique comme elle l'est aujourd'hui? Bon, alors, c'est ça la question. Moi, je m'en vais dans ce sens-là. Je suis très d'accord que Steve a élevé ce point-là. Je vais faire une petite parenthèse après, messieurs. C'est quand même assez important ce que j'ai à dire. Allez-y. OK. Mais là... et nous aurons la suite la semaine prochaine. C'est ça, il reste 3 minutes à l'émission. On est dans le schnout. Là, va falloir que... Jeff, je vais dire comme aux auditeurs, mets ton commentaire en bas de la page sur Facebook. On va pouvoir lire ce que tu as à nous dire. C'est sûr, on va prendre le temps de Parce que là, j'ai une suggestion, une proposition à vous faire, messieurs. Ça vous tente-tu de revenir en décembre? Ben oui. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. En début décembre. On a effleuré le sujet. Parce que justement, la semaine prochaine, on reçoit Jean Cazot à l'émission pour la journée et ensuite, on l'emmène de force et enchaîné dans un hôtel de luxe. Oui. Où est-ce qu'on va lui rendre hommage? On va avoir ce plaisir-là. Et tu vas être là en passant, Pierre? Oui, je suis là. Je t'avais confirmé que je serais. C'est ça. Effectivement, je vais être là. Mais j'invite les gens à aller voir ma page Facebook que j'ai créée dernièrement qui s'appelle Fossile Géant /mode fossile. OK. Ben, garde. Il va y avoir plein de vidéos de plein de choses. Il y a des projets partout planétaires, là, présentement, qui font des recherches sur soit des animaux ou autre chose qui a existé. OK. La page a déjà été mise en commentaire là, pour aller directement à la page Facebook. Merci à tout le monde. Puis moi, je dirais, compte tenu de la gravité du sujet, je pense qu'on devra faire vraiment une autre émission. Ben, là, on n'a pas le choix parce qu'on on a pris 15 minutes seulement pour parler du sujet principal. Ça, c'est assez ordinaire. Mais par contre,
Par contre, on a eu un sujet tout aussi intéressant et important à parler. C'est ça que je trouve bien le fun. Fait que moi, je pense que ce que je vous suggère, messieurs, c'est que peut-être la fin de semaine du 7 de décembre, j'ai une invitée déjà de prévue, mais elle couvre une partie de l'émission seulement. Je vous invite le 7 décembre à revenir avec, mettez ça dans votre agenda. Je vais la rajouter moi aussi à mon agenda pour m'en souvenir que c'est vous autres qui va être là. Steve aussi, si ça serait... Si je travaille pas. OK, ben oui, pauvre toi. Si je peux me permettre rapidement, deux petites choses très importantes, il faut absolument que j'en parle. Michel Callinger, le calendrier de Adam's Calendar, par Michel Callinger. Ça parle aussi d'ancienne civilisation, c'est touche aussi un peu les géants. Et je voulais juste prendre quelques instants, Carole, si tu me permets. Hey, il me reste même pas 30 secondes à la fin de l'émission, puis j'ai pas parlé encore avec Manon qui attend avec nous. Si tu me permets, je vais parler avec Manon avant. Manon Poulain, Vente fraîcheur, on parle quoi aujourd'hui à ton émission? Allô, comment allez-vous? T'es belle en bonhomme de Père Noël comme ça. Ben oui, j'ai voulu faire sourire les gens sur la route aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'était vraiment très drôle, leur réaction d'ailleurs. Surtout avec la barbe en dessous du menton même. Là. Ouais, c'est parce que, écoute, moi, je serais pas un homme. Hein. Sérieux, là. Hey, c'est tannant, les poils partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Vente fraîcheur, le concours, là, c'était un duo de rasage. Donc, je vais vous dévoiler le gagnant dans l'émission tout à l'heure. On va également parler des troubles de l'équilibre, des troubles alimentaires et on a une solution pour les familles qui ont un enfant de 0 à 21 ans atteint de déficience intellectuelle. Tu sais, des fois, il y en a ras le pompon. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont des urgences à gérer. Donc, on a une super de belle ressource à vous présenter aujourd'hui. Côté troubles alimentaires et troubles de l'équilibre, ben, je pense qu'on va apprendre plein de choses. On reçoit également quelqu'un qui va nous parler de comment festoyer, manger et boire sans se ruiner, sans se Oupala, pas mal le Père Noël a mis un petit coup. Sans se ruiner, dis-je bien. Bon, ben, je te souhaite une très belle émission, Manon. Merci beaucoup. Éric aussi à la co-animation. Merci Pierre Brunet, merci Benoît Maranda, merci Steve Zuniga, merci. Merci Jean-François aussi. Merci d'avoir, oui, justement, aux auditeurs d'avoir été là. Alors, on se dit à la semaine prochaine avec Jean Cazot. N'oubliez pas d'aller participer, cliquez sur participer pour l'événement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, bonne soirée, bonne fin de semaine à vous tous. Bye bye!